Parfait. Et bah, du coup, bonsoir à toutes et à tous. Donc aujourd'hui, on va attaquer la visio sur le mode de locomotion cycliste, hein, après avoir fait celle sur la natation et la course à pied. On termine avec le vélo, les derniers des trois sports qui composent le triathlon. Et puis, on va pouvoir commencer avec la logique interne un peu du cyclisme sur route, qui est donc une activité de locomotion, hein, dans un environnement incertain mais réglementé malgré tout, et qui va placer en fait chaque pratiquant, donc chaque sportif, devant la nécessité de se propulser, hein, pour avancer, de s'équilibrer, de piloter le vélo en vue d'être plus rapide sur une distance donnée, que ce soit seul, donc en contre-la-montre individuelle, ce qui peut être le cas en triathlon sur les formats sans drafting, avec des partenaires, hein, en contre-la-montre par équipe, ou voilà, sur une course. Ça peut arriver, hein, comme à Couët-Quidan par exemple, en Bretagne, ou simultanément avec des partenaires et contre des adversaires, lorsqu'il y a du format avec drafting par exemple. Le pratiquant il est également confronté à 5 grands types de problèmes qui vont entretenir des liens les uns avec les autres. Le premier, c'est tout d'abord se propulser, hein. Pour faire avancer le vélo, il faut commencer par ça. Et ça se fait essentiellement par le mouvement de pédalage, hein, donc avec les membres inférieurs. Il va aussi y avoir tout ce qui est attrait à l'équilibre. Donc ça va se faire grâce à plusieurs forces, hein, les forces centrifuges, gyroscopiques, mais aussi grâce au changement de position du corps sur le vélo. Je pense notamment dans les virages, par exemple. Enfin, il va falloir piloter son engin, donc son vélo, en faisant surtout intervenir les mains sur le guidon, mais aussi, là ça rejoint l'équilibre, et la position du corps, hein, notamment dans les virages justement, où le fait de se pencher légèrement vers la droite, ça va nous permettre de tourner à droite. On n'a pas forcément le guidon qui tourne vers la droite, au contraire. C'est quoi gyroscopique, Romain? Gyroscopique, c'est quand ça tourne, Ah, ouais, ok. pour faire simple. Ok, ça Il marche. faudra que je te mette tu vois, que je te renvoie une définition plus Non, précise. ouais, Centrifuge, c'est quand tu es porté vers l'extérieur. C'est ça, ouais, ouais. Hmm, d'accord. Et du coup, l'avant-dernier, pardon, c'est donc rouler avec et rouler contre les adversaires, ou en tout cas les personnes qui composent un groupe, en gérant son effort ou ses efforts, par l'établissement donc de stratégies individuelles et ou collectives, qui permettent d'économiser ses efforts et d'en imposer à l'adversaire, hein. Sur le vélo, on sait bien que tout ce qui va être lié à l'aspiration va avoir un rôle très important. Donc le fait de prendre la roue, au contraire de prendre ses relais et de les appuyer, ou pas. Voilà, tout ça, c'est des stratégies qui vont être mises ou qui peuvent être mises en place, et bien pour faire avancer le vélo plus ou moins vite. Et enfin, un dernier point qui est pas en lien direct avec la pratique sur le moment, mais qui est très très important malgré tout, ça va être le choix, la vérification, le réglage, l'entretien et la réparation de son matériel. Euh, on sait qu'un vélo bien entretenu, c'est un vélo qui avance plus vite, hein. Il y aura moins de déperdition de watts, on y reviendra après sur les watts justement, mais voilà, globalement un vélo qui est tout encrassé, plein de boue, avec une chaîne rouillée, si vous appuyez avec la même force sur les pédales que quelqu'un qui a exactement le même vélo mais avec une chaîne bien propre, et tout bien entretenu, il va aller plus vite que vous, pour le même poids, la même puissance développée, le même aérodynamisme. Parce qu'il va y avoir, en fait, si tout ça c'est pas bien entretenu, il va y avoir des déperditions d'énergie au niveau de la mécanique. On va pouvoir rentrer un petit peu plus dans le pédalage et le fait justement de faire avancer le vélo, hein. C'est le premier point qu'on a vu tout de suite. C'est ce qui nous intéresse principalement. Alors moi, en tant qu'entraîneur, c'est sur ça que je vais essayer de vous faire progresser le plus sur le cycle de pédalage sur le vélo. Pour définir ce cycle de pédalage, on va s'aider des deux petits schémas que vous voyez s'afficher sur votre écran. On peut définir ce pédalage en 4 phases que vous voyez sur le schéma de gauche. La première phase, c'est ce qu'on appelle la phase de poussée. Ça, c'est une phase que généralement tout le monde maîtrise, parce que depuis qu'on fait du vélo, depuis tout petit,
On n'avait pas de pédale automatique généralement, et donc pour faire avancer le vélo, on appuyait fort sur la pédale et on avançait fort. Voilà. Plus je vais pousser fort, plus je vais avancer fort. Il y a la phrase qui est souvent reprise, c'est appuie comme t'es con. C'est un peu bête, mais sur le papier, c'est ça. C'est plus je vais pousser fort, plus je vais avancer fort. Ça, c'est la première phase. Après, il y a eu l'invention des pédales automatiques et qui a permis de développer de la puissance sur une autre partie du cycle de pédalage qui va être la phase 4, en fonction de comment on prend le truc, donc la phase de traction qu'on voyait en jaune sur le schéma, où là, ça va être en fait la remontée du pied vers le haut, donc à la phase initiale. Et cette phase, elle est possible uniquement grâce aux pédales automatiques, puisqu'il faut pouvoir avoir une résistance sous la chaussure pour pouvoir remonter cette pédale justement. Quand on n'a pas de pédale automatique, en fait, on pousse avec un pied, le pied droit, puis avec le pied gauche, puis le pied droit, puis c'est en poussant avec le pied droit que ça fait remonter la pédale gauche, et inversement. Okay, donc on a seulement la phase de poussée, ce qu'on appelle un pédalage en piston. Et le problème chez le débutant principalement, même avec des pédales automatiques, c'est qu'on se concentre uniquement sur la poussée et pas assez sur le tirage. Ce qui fait qu'en fait, sur notre cycle de pédalage complet, on va avoir quasiment toute la puissance développée sur un tour de pédale qui va être centrée sur la partie de la poussée et quasiment rien sur la partie de la traction. C'est dommage parce que sur un coup de pédale, vous pourriez développer beaucoup plus de puissance en faisant une poussée efficace plus une traction efficace. On voit qu'il y a deux autres phases, la transition haute et la transition basse. Alors ça, c'est des phases de temps mort, entre guillemets, où il n'y a pas de production de puissance, pas de production d'énergie, ou en tout cas rien qui nous fait avancer. C'est pour ça qu'on appelle ça des transitions entre la phase de poussée et la phase de traction. Pourquoi entre guillemets? Parce que l'idée, ça va être justement de limiter au maximum ces phases, ces temps morts. Donc plus votre poussée va commencer tôt et va se finir tard, et plus votre traction va commencer tôt et se finir tard, plus on aura de la puissance développée sur la totalité du cycle de pédalage, la totalité du cercle que vous voyez à l'écran. Okay, donc là, on voit les petites zones bleues, transition haute et transition basse. L'idée, c'est de les rétrécir au maximum, en haut et en bas. Et plus c'est rétréci, et plus ça veut dire que notre phase de poussée, notre phase de traction prennent de la place et donc de la puissance est développée sur une plus grande partie du cercle. Est-ce que ça va pour tout le monde? C'est compréhensible pour tout le monde ou pas? Oui, c'est bon. Ouais, c'est clair. C'est bon. Parfait. Ouais. Là, on va s'intéresser toujours au cycle de pédalage, mais on va le prendre un petit peu du point de vue musculaire, hein, ou des muscles qui sont mis en jeu pendant le pédalage. Donc ça, vous voyez ça sur le schéma de droite. Donc globalement, on a notre même cercle qui va dans le même sens. Hein. On imagine toujours notre phase de poussée, notre phase de traction, et puis nos transitions hautes et basses. Et puis on va imaginer ça un petit peu comme une horloge, hein, avec midi en haut, 6 heures tout en bas, 15 heures ou 3 heures à droite, et puis 9 heures à gauche. L'idée, ce qui se passe concrètement, c'est qu'au moment de la phase de poussée, le muscle principal qui est mis en jeu, c'est le quadriceps. Le quadriceps, c'est le muscle qui est au niveau de la cuisse, sur l'avant de la cuisse. Donc au niveau de la phase de poussée, c'est lui qui va produire le plus d'énergie, donc il va permettre de développer plus de puissance, avec également le mollet, hein, c'est pas indiqué ici, mais voilà, il y a le mollet également qui va intervenir dans cette phase. Et c'est là donc généralement qu'il y a le plus de puissance développée. C'est dans cette phase de poussée qu'on développe le plus de puissance. On voit aussi qu'il y a les ischio-jambiers qui interviennent. Alors là, c'est représenté un petit peu haut. Ils commencent à se mettre en action, vous voyez, quasiment dès le départ. Mais là où ils vont être le plus mis en jeu, on va dire que c'est à partir de 15 heures, d'accord? Donc, tout à droite. Parce que les ischio-jambiers, ils vont permettre en fait de rapprocher votre talon de la fesse, ou en tout cas de fermer l'angle jambe-cuisse. Okay, ça, c'est les ischio-jambiers qui vont permettre ça. Et sur votre cycle de pédalage, donc sur la poussée, en fait, ce qui va se passer, c'est qu'on appuie sur la pédale. Donc là, on va contracter le quadriceps. Et après, on va arriver, puisque c'est une rotation, on fait un cercle. Donc quand votre pied est là, après, le talon va commencer à se ramener vers l'arrière pour revenir vers la fesse, entre guillemets, si on schématise. Donc là, c'est des ischio-jambiers qui vont être mis en jeu. Et donc, en fait, c'est le début de la phase de traction. Hein. En fait, la phase de traction, elle va
pour qu'elle soit efficace, elle commence même lors de la phase de poussée. En tout cas, les muscles qui vont contribuer à la traction sont mis en place assez tôt, notamment l'ischio-jambier. Okay. Lorsqu'on arrive en bas, donc au niveau de la transition basse, il y a un troisième muscle qui va être mis en jeu, et là c'est très important pour la phase de traction, c'est le muscle psoas-iliaque. Alors ça, généralement, on le connaît un peu moins que le muscle quadriceps ou les ischios. On va pouvoir faire un petit exercice très simple. Là, si vous êtes tous normalement assis sur votre chaise, vous allez pouvoir mettre les mains, le bout des doigts, en fait, à la jonction entre votre buste, votre tronc et vos cuisses, donc au niveau là, du bassin. Et puis, vous allez donc appuyer légèrement, et puis vous allez monter le genou droit, puis le genou gauche. Et là, vous devez sentir, vraiment sous vos doigts, si vous êtes bien placé, vous devez sentir un muscle qui se contracte. Dites-moi si tout le monde arrive à bien le sentir. Normalement, en montant le genou, en décollant votre pied du sol, vous devez sentir quelque chose qui se contracte. J'ai quelque chose. C'est le cas pour tout le monde. Comment? J'ai quelque chose là, ouais. Ouais, c'est bon. C'est rassurant, c'est que tu as un muscle. Donc ça, c'est le muscle psoas-iliaque. Et du coup, en sentant la contraction, en faisant ce mouvement, vous comprenez l'intérêt du muscle psoas-iliaque. Et ben, c'est tout simplement de lever le genou. Donc c'est un muscle qui va nous servir aussi en course à pied quand on fait des montées de genoux, par exemple, et qui nous sert donc en vélo sur le cycle de pédalage. Au moment où vous avez votre pied qui est au plus bas, au niveau de la phase de transition basse, là, ce qui va se passer, eh ben, c'est que vous allez remonter le genou. Si vous faites le cycle de pédalage là, à vide, vous voyez bien que quand vous avez le pied en bas, vous devez monter le genou pour faire remonter la pédale. Et donc là, c'est ce muscle psoas-iliaque, pardon. Ces muscles, parce que c'est le muscle psoas et le muscle iliaque, c'est deux muscles distincts, qui vont permettre justement de faire remonter le genou. Donc, en parallèle avec les ischio-jambiers, qui vont eux permettre de ramener le talon vers l'arrière et ensuite le psoas-iliaque de faire monter le genou vers le haut, et bien là, on a une phase de traction efficace. Donc, si on récapitule un petit peu, sur ma phase de poussée, c'est mon quadriceps et mes mollets qui vont être les principaux acteurs et les principaux producteurs d'énergie et donc de puissance. Et sur la phase de traction, ça va être plutôt les ischio-jambiers qui interviennent un petit peu plus tôt dès la phase de poussée et le psoas-iliaque sur la phase de traction uniquement. Et enfin, on a une dernière phase qui va être le haut de la phase de traction et qui va permettre d'amener la transition haute et de revenir en position initiale. Là, c'est les muscles fléchisseurs du pied. C'est le muscle qui va se situer en fait au niveau de votre tibia. Donc sur l'avant, vous avez le mollet et derrière la jambe, et puis vous avez les muscles fléchisseurs du pied sur l'avant, notamment le tibial antérieur, mais il y en a d'autres. Et ça, en fait, ce qui se passe, c'est que au moment où vous remontez le pied, l'idée c'est de monter le talon. D'accord, pour avoir une cheville ample, relâchée. Donc, quand on est en bas, en fait, quand on pousse, on vient pousser le talon vers le bas, donc dans la phase de pousser, on vient pousser avec le talon. Et puis, quand on arrive en bas, on va au contraire monter le talon, tirer pour faire la traction, on va remettre le talon en haut. Et puis, sur la fin, pour préparer la phase à venir, on va remonter les orteils vers le ciel. Et donc là, c'est les muscles fléchisseurs du pied qui vont se mettre en jeu. Même exercice, vous pouvez faire, si vous voulez, pour sentir bien, tendre les pieds. Vous tendez le pied comme si vous faisiez des pointes de danseuse. Là, vous venez toucher votre tibia, ou en tout cas les côtés du tibia, et puis vous venez lever la pointe de pied. Et vous devez sentir là que ça se contracte si vous êtes dans le bas, surtout dans le bas, pas dans le haut, mais plutôt au niveau du bas du mollet, sur le côté, sur le devant. Vous devez sentir voilà, quelque chose qui se contracte. Okay. Donc là, voilà, c'est les muscles, certains muscles fléchisseurs du pied qui vont permettre de relever justement vos orteils et en fait de participer à cette transition haute et amener plus facilement la phase à suivre. Donc voilà un petit peu pour les muscles qui sont mis en jeu pendant le cycle de pédalage. Et donc, comme je disais, en fait, ce qui est important à comprendre, au-delà des muscles qui sont mis en jeu, c'est de limiter au maximum ces temps morts pendant la transition haute et la transition basse. Et pour ça, il faut avoir une poussée efficace, enchaîner directement avec une transition basse qui va être rapide. Donc pour ça, mettre en jeu les ischio-jambiers, pas juste pousser et après attendre de pousser avec l'autre jambe. C'est je pousse avec ma jambe droite et je commence à tirer assez tôt avec ma jambe droite pour ramener mon talon vers la fesse, puis monter le genou. Et quand je suis en haut, je remonte les orteils pour limiter au maximum la transition. Et tout ça, c'est ce qu'on appelle pédaler rond, pédaler de manière fluide, sans temps mort, sans à-coups.
Ok, c'est l'image qu'il faut bien avoir. Est-ce que ça va pour tout le monde ou il y a des questions là-dessus? Vous voulez que je revienne sur certains points? C'est bon pour tout le monde? Oui. Eh ben, parfait. Non, j'ai juste une petite remarque, Robin, sur Ouais. la descente de talon, effectivement. Sur le schéma à gauche, ça, c'est pas hyper clair. Moi, j'ai tendance à descendre le talon, c'est pour ça que je dis ça. Ouais, ça reste un schéma. Non, Mais mais effectivement, pardon. ma T'as raison, podologue. normalement. D'accord. Ouais, pardon, vas-y. Non, ma podologue me disait qu'il ne faut pas trop descendre le talon, c'est pour ça. Mais bon, Alors, je ne savais pas si. pas en excès, hein. Pas D'accord. en excès. En fait, pourquoi descendre le talon? Vous voyez que c'est un mouvement qui est circulaire, d'accord? On n'est pas je pousse verticalement et je remonte verticalement. On va pousser pour avoir une orientation. Parce qu'au-delà de la force qu'on va appliquer, il faut que cette force, elle soit orientée dans la bonne direction pour qu'elle soit optimale. Okay, et donc, en fait, si tu pousses juste vers le bas, ta pédale, elle va quand même aller vers l'avant, d'accord? Donc, l'orientation des forces ne va pas être optimale. Donc, si tu veux aller vraiment dans le sens de la pédale, en inclinant légèrement, je ne sais pas si vous me voyez à l'écran, mais Si. je montre avec ma main. Parfait. Si tu viens baisser le talon, en fait, tu vas pouvoir venir pousser dans le même sens que le pédalage. Je ne sais pas si c'est plus clair. Si, Donc, effectivement, moi, je il y sens a bien, un intérêt à pousser. Et c'est pour ça que pas trop, parce que si tu mets complètement comme ça, bah, tu vas être à l'opposé. Si tu es comme ça, tu n'es pas assez. Et si tu es comme ça, tu es trop. Donc, en fait, c'est léger. C'est une légère inclinaison et qui doit se rectifier assez rapidement, parce que tu vois que dès que tu as passé 15 heures, et en fait, tu ne viens plus pousser vers l'avant, tu dois commencer à repousser vers l'arrière. Donc là, c'est le talon qui doit assez vite quand même remonter. Donc en fait, c'est assez léger. Okay. C'est sûrement ça que je voulais dire, ton podologue, je pense. Ok. Hop. Alors, c'est bien beau, on a vu la partie théorique sur comment on pédale, mais pourquoi améliorer son coup de pédale du coup? Il y a Frédéric Grab, je ne sais pas si tout le monde a déjà entendu parler de lui, c'est un chercheur français qui a fait beaucoup de travaux dans le milieu du vélo, de recherche scientifique, etc., et qui est reconnu à l'international. Il y a beaucoup d'équipes professionnelles et amateurs d'ailleurs qui se servent de ces travaux dans l'entraînement. Et il disait dans un de ses livres que la gestuelle du pédalage, elle ne constitue pas un geste naturel et que donc pédaler, ce n'est pas seulement pousser sur les pédales. C'est ce que j'expliquais juste avant, c'est pousser mais aussi tirer. Et que le geste, il était nettement plus fin et technique. Et que ce qu'il fallait se rappeler en premier lieu, eh bien, c'est que le mouvement il était circulaire et non linéaire. C'est ce que je viens d'expliquer du coup en répondant à Vincent. Donc ça résume un petit peu tout ce qu'on a vu avant. C'est vrai que contrairement à courir ou à marcher, qui est un geste naturel qu'on fait depuis tout le temps, pédaler ça ne l'est pas. Et naturellement, du coup, en pédalant, justement, on est plutôt sur de la poussée et pas sur de la traction. Voilà. Et donc avoir un coup de pédale efficace, et bien ça va permettre déjà de réduire le risque de blessure. Ça va permettre une meilleure économie de l'énergie, ça va permettre d'améliorer votre cadence de pédalage, on verra en quoi c'est intéressant derrière, et ça va également permettre une meilleure coordination intermusculaire entre les muscles. On a vu qu'il y avait les quadriceps, les ischios et le psoas iliaque notamment qui étaient sollicités. Et donc, on va voir après pourquoi, parce que là, tout ça, c'est bien beau, mais pourquoi c'est intéressant pour le cyclisme et surtout pour le triathlon, parce que c'est ce qui nous intéresse encore plus. Donc, pourquoi améliorer son coup de pédale? Tout d'abord, l'amélioration de la cadence de pédalage. On parle souvent d'une cadence de pédalage autour de 90 RPM, donc rotation par minute. On l'appelle le chiffre magique. Est-ce que c'est vraiment le chiffre magique? Et si oui, pourquoi c'est le chiffre magique? Déjà, il faut savoir que naturellement, chaque athlète, il va ajuster, lorsqu'il pédale, sa cadence sur le rythme le plus confortable pour lui durant l'effort. Ça, je le dis souvent, le corps humain et l'être humain est feignant de nature, et donc forcément, il va se mettre sur la cadence qui lui semble le plus confortable à l'instant T pour la puissance demandée. Okay. Et là, on va avoir deux profils de sportifs ou de cyclistes qui vont se dégager, des profils plutôt en force et des profils plutôt véloces. D'accord ? En force, c'est quand on pédale à moins de 90 tours minute, on va dire qu'on est plutôt en force, et à plus de 90 tours minute, on est plutôt en vélocité.
Okay. Il y a des intérêts et des inconvénients pour ces deux profils. Comme vous pouvez le voir, quelqu'un qui va pédaler plus en force, qu'est-ce que ça va impacter? Eh bien, on sait, la littérature scientifique a montré que lorsque on pédalait à 100 tours par minute, donc plutôt en vélocité, on avait une consommation d'oxygène qui était 10% de plus, 10% plus importante que lorsqu'on pédale à 60 RPM, donc en force, pour la même puissance dégagée. C'est-à-dire que si moi, je produis 200 watts, par exemple, je produis ces 200 watts à 100 RPM, je vais consommer 10% d'oxygène en plus que si je pédale toujours à 200 watts, mais à 60 RPM. D'accord? Ça, c'est un point. Donc là, on se dit, il faut que je pédale en force. Okay, je consomme moins d'oxygène pour la même puissance dégagée. C'est important de pédaler en force. Ça, c'est une chose. Par contre, on se rend compte à l'opposé que lorsqu'on pédale plutôt en vélocité, donc supérieure à 90 RPM, ou en tout cas que l'augmentation de la cadence, donc plus on a une cadence élevée, et bien en fait, ça permet de diminuer la consommation en glycogène. La consommation de glycogène, qu'est-ce que c'est? Le glycogène, c'est du glucose. Le glucose, c'est du sucre qui est stocké au niveau musculaire ou hépatique, donc dans le foie. D'accord. Et c'est une des sources principales d'énergie pour le sportif. Donc, c'est ce qui vous permet de produire de l'énergie. En fait, le corps humain va chercher le glycogène pour produire de l'énergie, pour produire de l'ATP. L'ATP, c'est de l'énergie qui va vous permettre ensuite d'avancer tout simplement. Okay, donc, augmenter la cadence, ça permet de réduire la consommation de glycogène. Donc, ça permet d'économiser ces stocks, ces réserves d'énergie. Okay, et ça, en faisant moins appel aux fibres musculaires à contraction rapide. Sans rentrer dans les détails, on a plusieurs types de fibres. On a des fibres musculaires à contraction rapide et des fibres musculaires à contraction lente. Les fibres à contraction rapide, du coup, on se rend compte qu'elles sont plus mises à contribution lorsqu'on pédale en force. Okay, donc, du coup, si j'augmente ma cadence, je consomme moins d'oxygène puisque je fais moins appel aux fibres musculaires à contraction rapide. Donc, du coup, on a deux avantages. Un avantage plutôt à la force, un avantage plutôt à la vélocité. Okay, d'un côté, je consomme moins d'oxygène, de l'autre côté, j'atteins moins mes stocks de glycogène. C'est bizarre à Romain parce que si tu augmentes ta quantité de ta consommation d'oxygène, c'est pour pouvoir griller, brûler plus de glycogène. Tu pourrais penser que c'est pour brûler plus de glycogène si tu augmentes. Parce que ton oxygène, en fait, ça va être ton comburant pour ta combustion. L'oxygène, en fait, si tu veux, ça va permettre. En fait, le but de l'oxygène, c'est de les emmener aux muscles. D'accord. Donc, en fait, quand tu augmentes ta consommation d'oxygène, tu es obligé d'augmenter ta fréquence cardiaque. L'oxygène, c'est parce que moi, je le voyais comme oxygène, comme comburant, quoi. C'est dans ta réaction chimique, tu as l'oxygène plus le glycogène. Et ouais. Mais en fait, les deux vont pas avoir si tu donnes plus d'oxygène, en fait, c'est que tu vas griller. Si tu mets plus d'oxygène, tu vas griller plus de glycogène. Pas forcément. Pas forcément. En fait, tu peux augmenter l'un ou l'un et l'autre. Ça dépend justement de comment tu te comportes. Donc, si tu es plus en force, tu vas plutôt jouer sur la consommation d'oxygène. Et si tu es plus en vélocité, tu vas plutôt jouer justement sur les stocks de glycogène. En fait, le corps ne va pas utiliser les mêmes leviers pour produire de l'énergie. Tu vois. Je ne sais pas si c'est clair. En fait, non, je pense que c'est moi, je raisonne plus par rapport à la réaction chimique. Donc, ouais, je vois bien, oui, effectivement, les deux sont liés. Tu augmentes l'oxygène, donc si tu veux avoir une réaction équilibrée, il faut que tu augmentes le glycogène. Tu vois. Et je pense en fait, il n'y a pas d'équilibre à proprement parler dans le truc, c'est un résultat, c'est plutôt une résultante qu'un équilibre. Tu n'es pas obligé d'avoir 50% oxygène, 50% glycogène. C'est comme ça que tu voyais le truc. Ouais. Donc voilà. Mais en gros, c'est ça. Après, c'est des chiffres qui sont tirés d'articles scientifiques. Hein. C'est pas moi qui l'invente. Ouais, non, mais c'est pas moi qui l'invente. Mais je comprends bien ce que tu veux dire. Hein. Effectivement, Comment? Loin de moi l'idée de remettre ça en cause. C'est mon. Non, je comprends bien. Mais tu as raison de poser des questions et d'essayer de comprendre. Je réfléchis à comment je peux t'expliquer ça autrement. En fait, il faut
il faut imaginer que pour produire de l'énergie, donc il faut créer de l'ATP. L'ATP, c'est l'énergie, tout simplement. C'est des réactions chimiques, comme tu dis, qui se passent dans l'organisme. Hein, et il y en a plusieurs en fonction de la filière que tu utilises, que ce soit la filière aérobie ou anaérobie. Et tu as plusieurs. En fait, pour créer cette énergie, il y a des stocks soit de glycogène ou de glucose s'il est directement dans le sang. Donc au début, on va d'abord aller taper dans le glucose, justement, et quand il n'y en a plus, on va chercher le glycogène qui est stocké. Okay, c'est du glucose stocké. Et il y a aussi la filière lipidique. D'accord, ça, c'est une autre filière. C'est-à-dire que le glucose, c'est le sucre et les lipides, c'est les graisses, pour faire simple. C'est deux moyens, c'est deux stocks qui vont permettre de créer de l'énergie. Mais on n'utilise pas c'est pas la même réaction chimique qui va se passer dans l'organisme à ce moment-là. Mais dans les deux cas, avec le glucose ou avec les lipides, on va utiliser de l'oxygène. Tu vois ? Ouais. Donc en fait, c'est pas une notion d'équilibre, c'est-à-dire que tu vas toujours avoir de l'oxygène parce qu'il faut oxygéner les muscles. L'oxygène va rentrer en compte dans la formule, mais elle va rentrer en compte si on utilise le glycogène, elle va rentrer en compte si on utilise plutôt les lipides. Et elle va pas. C'est pas parce qu'on augmente l'un qu'on augmente l'autre. C'est pas parce qu'on augmente la consommation d'oxygène qu'on augmente forcément la consommation en glucose ou en glycogène. Donc du coup, pour en revenir sur les deux profils, en fait, l'idée, du coup, c'est justement de trouver un équilibre entre la force et la vélocité, et donc travailler à cet équilibre. Et donc, en fait, c'est pour ça qu'on a ce chiffre magique de 90 RPM. C'est ce qui semble être, en tout cas, le meilleur rapport entre la force et la vélocité. Du coup, si on continue, juste ça. Voilà. Ce qu'on se rend compte sur le terrain, en compétition ou à l'entraînement, c'est que le triathlète, en opposition au cycliste pur et dur, c'est que le triathlète, il a souvent tendance à faire ses efforts à des cadences très basses. Par cadence très basse, on entend moins de 75 RPM, donc du coup, très en force, plutôt en force. Et donc, si on revient sur notre page d'avant, on peut revenir. Hop, voilà. Si on revient sur notre page d'avant, si on est en force, on est plutôt sur une consommation d'oxygène moindre, mais par contre une consommation en glycogène plus importante. D'accord ? Or, les gros braquets, donc les personnes qui vont pédaler plutôt en force, comme la majorité des triathlètes, c'est des généralités, attention, ce n'est pas le cas de tout le monde. Les gros braquets, ça favorise ce qu'on appelle le pédalage en piston. Je l'évoquais rapidement tout à l'heure. C'est que quand on met plutôt de la force, on a tendance, malheureusement, à pousser, à avoir une phase de poussée très active, mais à ne pas faire la phase de traction, ou en tout cas pas la faire correctement. C'est-à-dire qu'on va pousser, 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 et tout en à-coups comme ça, avec beaucoup d'à-coups, et du coup des temps morts très importants. Et ça, c'est ce qu'on a vu qu'il fallait éviter absolument, parce que du coup, les deux temps morts dans une révolution sont plus prononcés, justement. Okay. De plus, cette technique, elle va solliciter de manière beaucoup plus importante les mollets et les quadriceps, forcément, vu qu'on est sur la phase de poussée principalement. On a vu que dans la phase de poussée, c'était nos mollets et nos quadriceps qui étaient les principaux muscles, contributeurs d'énergie, producteurs d'énergie plutôt. Et malheureusement, ou heureusement, je ne sais pas, mais c'est également les muscles qui vont contribuer au freinage et au support du centre de gravité en course à pied. Donc, c'est des muscles qui sont très sollicités en course à pied, les mollets et les quadriceps. Donc, si on pédale en force, on va solliciter nos mollets et nos quadriceps de manière plus importante. Donc, on va les fatiguer. Forcément, si on les utilise, on les fatigue. Et si on les fatigue, et qu'on se rend compte qu'en course à pied, c'est aussi des muscles qui sont très utilisés et qu'on en a besoin, et qui sont déjà fatigués, forcément, ça va compliquer la transition. Là, on revient à la logique interne du triathlon. C'est bien d'appuyer fort sur le vélo, mais si on n'est plus capable de courir derrière, c'est problématique. C'est pour ça qu'on va privilégier plutôt un pédalage avec une cadence importante, plus importante, ou en tout cas pas trop en force, parce que ça va permettre, si on en revient à notre point tout à l'heure, à une meilleure coordination intermusculaire, c'est-à-dire qu'on ne va pas utiliser seulement nos mollets et nos quadriceps, on va également utiliser
nos ischio-jambiers et notre psoas iliaque. D'accord. Donc, on va avoir une économie d'énergie, entre guillemets, sur le mollet et le quadriceps, puisque la puissance va être répartie entre 4 muscles et non plus entre 2 muscles. Et donc, on va économiser ces 2 muscles-là qui vont être très sollicités en course à pied. Et donc, on va favoriser la transition et pouvoir courir, entre guillemets, plus vite, plus longtemps. D'accord, si on résume globalement ce qui se passe, en tout cas d'un point de vue musculaire. Voilà pourquoi c'est intéressant du coup de pédaler avec une cadence assez élevée, alors pas trop non plus, parce que sinon on voit qu'au niveau de la consommation d'oxygène, ça va être trop et ça va aussi nous limiter. Mais voilà pourquoi on privilégie quand même la cadence. En tout cas, il faudrait privilégier la cadence plutôt élevée plutôt qu'une cadence basse. Okay, et malheureusement, ce n'est pas assez le cas et c'est souvent l'inverse qui se vérifie chez le triathlète. Frédéric Grapp, encore lui, qui nous dit que les tensions musculaires sont évidemment plus importantes. Par conséquent, la fatigue musculaire, elle arrive plus vite et la puissance doit être réduite. Et du coup, quand c'est ce qui se produit, il y a des crampes qui peuvent survenir. Je pense que la majorité des triathlètes ici peuvent en témoigner. Et dans ce cas, c'est plus problématique pour la suite de l'épreuve puisqu'il faut courir. Et donc, quand on crampe, c'est beaucoup plus compliqué. Et généralement, on ne peut pas courir à ces vitesses. Combien de fois sur des triathlons, on voit des gens faire un super vélo, ça avance, ça double. Et puis, on pose le vélo, on part à pied. Puis 2 kilomètres, on les retrouve sur le bord de la route en train de s'étirer parce qu'ils ne peuvent plus courir. Sauf que nous, on ne fait pas du cyclisme, on fait du triathlon. Et donc, l'idée, c'est d'avoir l'effort le plus lisse possible, linéaire possible sur chacune des disciplines, mais aussi dans les 3 disciplines. Et donc, c'est bien de faire le meilleur temps vélo, c'est super. Mais ça ne veut pas dire que vous serez devant à l'arrivée. Preuve en est, c'est que si on crampe ou qu'on n'est plus capable de courir vite, le quelques minutes qu'on a gagné en vélo, on va les perdre x2 ou x3. Et encore, je suis gentil, en course à pied, si on est capable de finir. Généralement, sur un XS ou un S, on finit. Quand on est sur des distances un peu plus longues, ça peut être très long et on peut être hors délai assez rapidement. Est-ce que c'est assez clair pour ça et du coup l'intérêt de pédaler plus en cadence qu'en force ou pas? Impeccable. Super. Alors après, il y en a qui vont me poser la question, dans ce cas-là, pourquoi on fait des exercices en force et pourquoi on fait des exercices en vélocité? Pourquoi on ne pédale pas toujours à 90 tours minute ou un peu plus haut, puisqu'on a vu que c'était plus intéressant? Parce que l'entraînement et la compétition, c'est 2 choses qui sont différentes et pédaler à des cadences plus faibles ou plus élevées que notre cadence cible, ça va permettre des adaptations qu'on n'a pas en pédalant toujours à la même vitesse. De plus, ça c'est la théorie et en pratique, on n'est pas sur une route toute plate, toute droite à un rythme toujours constant. Il y a des virages, il y a des côtes, il y a des descentes. Et donc, cette cadence théorique de 90 RPM, ça s'applique principalement sur le plat. En côte, on va plutôt être autour de 80 RPM, 80-85, et en descente, plutôt autour de 95-100 RPM. D'accord. Tout ça pour pouvoir en fait atteindre nos puissances cibles. Okay. Et dans ce cas-là, si on est habitué toujours à rouler à 90, on ne va pas être à l'aise quand ça monte ou quand ça descend. Et pareil, ça c'est pour le dénivelé, mais si on est sur des épreuves avec drafting, donc on peut prendre la roue, s'il y a des attaques, etc., ou qu'il y a des virages, des relances, etc., il faut être capable d'adapter son pédalage à toutes les situations de course, donc que ce soit le dénivelé, les relances ou les attaques des adversaires. C'est pour ça qu'on travaille à ces différentes cadences, mais également pour travailler son coup de pédale. On y reviendra un petit peu plus tard sur le pourquoi et surtout pour le comment. Donc du coup, en résumé un peu de tout ça, j'ai dit, sachant qu'il faut courir après le vélo, le triathlète, il a donc beaucoup plus à gagner qu'on le pense en améliorant son pédalage, puisque, comme on a vu, il sollicitera moins ses fibres musculaires à contraction rapide, qui se fatiguent plus rapidement que celles à contraction lente. Et un mauvais coup de pédalage pourrait donc s'avérer être le point d'origine aussi de blessures qui sont pourtant généralement associées à la course à pied. Alors, quand je dis blessure, là j'entends crampe, mais ça peut aussi se transformer en contracture, voire en déchirure. Et généralement, on dit je me suis blessé en course à pied. C'est vrai que la course à pied est très traumatisante, mais des fois, on se blesse en course à pied à cause d'erreurs qu'on a commises sur le vélo. Voilà pour résumer un petit peu tout ce qu'on a vu avant. Et donc maintenant, vous allez me dire, c'est bien beau tout ça, mais comment on vérifie qu'on a un coup de pédale efficace? Eh bien, le premier moyen, c'est grâce à la technologie, avec les capteurs de puissance notamment.
ça va nous permettre de vérifier plusieurs paramètres. Je vous ai listé quelques paramètres qu'on trouve sur la plupart des capteurs de puissance. L'idéal pour ça, c'est d'avoir des capteurs de puissance dans les pédales directement et pas sur le pédalier ou dans le moyeu, parce que l'avantage des pédales, ça va permettre de savoir déjà la puissance qu'on développe sur la jambe gauche et la jambe droite. Donc déjà voir si on a un équilibre gauche-droite. Ça va permettre de comparer la jambe gauche et la jambe droite aussi sur tous les autres paramètres. Je vous ai mis donc la phase de puissance de la jambe gauche et phase de puissance de la jambe droite, les phases de puissance pic, la longueur de l'arc de puissance et puis l'efficacité du pédalage. Je vais expliquer rapidement à quoi correspond tout ça. L'équilibre gauche-droite, vous ne voyez pas ma souris, en tout cas moi je ne la vois pas. Je vous ai mis des captures d'écran sur la droite, il y a une colonne puissance et une colonne dynamique de cyclisme. Dans la colonne puissance, vous voyez en 4e position, l'équilibre gauche-droite. Donc là, on voit 46% à gauche, 54% à droite. J'ai choisi exprès un extrême, c'est sur une de mes sorties. Donc là, on voit qu'il y a quand même un delta relativement important. C'est pas immense, hein. On peut des fois avoir des 40-50, voire plus. Mais 46-54, ça commence à ne pas être négligeable. Et donc, on voit du coup là que ma jambe gauche est sur cette séance-là. Après, il faut surtout analyser sur plusieurs séances. Mais là, si on retrouve ces chiffres-là plusieurs fois, on peut imaginer qu'on a une jambe gauche qui est soit plus faible que la droite, soit moins efficace. Ce n'est pas forcément un problème de déficience ou de déficit musculaire, pardon. Ça peut aussi être tout simplement un problème de coordination haute qui va amener à cette production d'énergie moins importante à gauche qu'à droite. Donc là, le capteur de puissance, ça permet de vérifier ça déjà. Et donc, si on se rend compte qu'on a un déficit, par exemple sur une jambe par rapport à l'autre, ça va permettre de mettre en place un travail pour corriger ce déficit. Okay, ça, c'est le premier intérêt du capteur de puissance. Ensuite, on voit phase de puissance pic. Ça, vous allez le voir dans la colonne de droite, dynamique de cyclisme. Vous voyez donc phase de puissance à gauche, par exemple, tout en haut, j'ai 354 degrés et 201 degrés. Ça, en fait, ça va être, si on revient tout au début, voilà ici, il faut imaginer que notre cercle là, de pédalage, sur notre cercle, on a des degrés. Hein. Ça, vous avez vu ça à l'école, normalement, ça remonte un petit peu, mais si je ne me trompe pas, en haut, on a 360 degrés. En bas, on doit avoir 180, et puis 180 degrés. Okay, vous m'arrêtez si je me trompe, mais normalement, ça doit être ça. Et donc, on voit, moi, que ma phase de puissance, elle commence à 354 degrés. Donc, ça veut dire que je commence à produire ma puissance à 354 degrés et que j'arrête de produire de la puissance à 201 degrés. OK. Qu'est-ce que ça nous donne comme indication? Ça nous donne en fait la longueur derrière de notre arc de puissance. Donc là, on voit, moi, si à gauche, on est à 205 degrés. OK. L'idée, c'est que la longueur de mon arc de puissance soit le plus grand possible. Okay, forcément, si j'applique de la puissance sur une plus grande partie, je vais être plus efficace que si c'est sur une partie plus faible. C'est ce qu'on a vu au départ. Donc ça, c'est des choses qu'on peut retrouver sur les capteurs de puissance. On voit également là que ma phase de puissance, mon arc de puissance, il n'est pas le même à gauche et à droite. Je commence à 354 degrés à gauche, 343 degrés à droite. Ce qui signifie que je commence à produire de la puissance plutôt à droite qu'à gauche. Ce qui permet de confirmer peut-être mon équilibre gauche-droite. Et du coup, ce ne serait peut-être pas un problème de force ou de déficit musculaire, mais plutôt un problème de coordination. C'est-à-dire que j'arrive à produire de la force plutôt à droite qu'à gauche, et donc forcément, je vais produire plus de puissance à droite qu'à gauche. Est-ce que c'est clair ça pour tout le monde ou c'est un peu... je vous ai perdu? Ça va. Pour moi, c'est bon. C'est clair. Très bien. Donc ça, c'est un deuxième indicateur qui est intéressant. On a aussi, voilà, pour rentrer un peu plus dans le détail, la phase de puissance pic. Donc là, c'est la même chose, mais c'est vraiment l'endroit où on produit le plus de puissance. Alors, je ne sais pas exactement quel pourcentage ils prennent pour déduire que c'est le pic. Mais voilà, globalement, moi, vous voyez, à gauche, j'ai 354 degrés jusqu'à 201 degrés, mais mon pic, là, où sur cette zone-là, sur cette partie-là du pédalage, je produis de la puissance, mais là où j'en produis le plus dans cette zone-là, ça va être entre 59 degrés et 127 degrés. C'est-à-dire sur cet endroit que je produis le plus. Donc là, ça me donne des indications. Voilà, je sais qu'à cet endroit-là, c'est à cet endroit-là que je suis le plus fort, mais il va peut-être falloir que je renforce du coup le haut
ma première phase de poussée, et puis la fin de ma phase de poussée, le début de ma phase de traction, par exemple. Okay, donc, c'est sur ça que je vais devoir accentuer mon travail et surtout ma concentration, parce que généralement, on ne va pas changer forcément notre manière de pédaler directement ou faire des exercices où on fait que pousser au début, j'enlève la pédale, je remets la pédale à la place, on va toujours pédaler complètement. Mais donc, je vais accentuer ma concentration à chaque coup sur cette partie-là du pédalage, par exemple. Et on a un dernier indicateur que moi, j'ai pas. Sur Garmin, je n'ai pas pu mettre la capture d'écran, je l'ai directement sur l'application des pédales. C'est l'efficacité du pédalage à gauche et à droite. Ça, c'est un pourcentage qui est donné. Généralement, ça va de 40% à 100%. Si vous avez 100%, c'est que vous êtes très, très efficace sur votre pédalage. Donc, généralement, c'est qu'on a une phase de puissance qui est très large, avec un pic qui est assez élevé et qu'on a généralement un bon équilibre. Okay, gauche et droite, c'est pour l'efficacité du pédalage total, et après on a l'efficacité du pédalage que pour la jambe gauche et que pour la jambe droite. D'accord ? Donc plus on se rapproche de 100, plus on est efficace, plus on est éloigné de 100, moins on est efficace. Donc généralement, ça sert un peu de tous les autres indicateurs pour donner finalement une note. Okay ? Donc, normalement, ceux qui ont un capteur de puissance dans les pédales, vous pouvez retrouver cet indicateur-là, qui est assez intéressant. En fait, en voyant ce dernier indicateur, l'efficacité du pédalage, voilà, on a une note globale. Et si on voit que ce n'est pas terrible, eh ben, on peut aller regarder sur les autres indicateurs pour voir où est-ce que notre faiblesse se situe et pourquoi, comment expliquer en fait la mauvaise efficacité du pédalage. Alors, le capteur de petite question. Oui, dis-moi. Du coup, ces analyses avec capteur, ça ne prend pas en compte les phases de traction, c'est surtout la poussée au final. Oui, effectivement, là, ça prend, on voit les chiffres, 354, 201, c'est que la traction. Et il me semble que, alors là, j'ai pas vérifié si moi je les avais sur mon truc, mais en fait, on peut aussi avoir normalement la partie de la phase de traction, sauf en fait, alors, je ne suis pas un spécialiste du capteur de puissance, comment il est fabriqué, mais en gros, pour déduire ça, c'est en fait la pression qui va être appliquée à la pédale. Et du coup, forcément, sur la phase de traction, il ne peut pas estimer la puissance qui est appliquée dessus, puisque c'est une traction justement et pas une poussée. Mais il me semble que du coup, ça doit pouvoir donner un résultat négatif, entre guillemets. Et donc, plus la traction est importante, plus le négatif est important. Mais après, je ne sais pas où on retrouve ça. Je pourrais me renseigner. J'avais vu sur certains sites qu'on pouvait le voir. Donc voilà, je pourrais me renseigner là-dessus. Mais normalement, on peut aussi trouver les données de traction. D'accord. Oui, parce que vu que en général, la traction, c'est ce qu'il faut surtout améliorer quand on est débutant. Ouais. Après, là, ce qui peut être intéressant, tu vois, on a vu que le point haut, il était à 360 degrés. Si tu vois que ta phase de puissance, tu vois, moi je suis à 354 et 343 au début, ça veut dire que je commence à mettre de la puissance avant d'être au point haut. Ce qui veut dire que j'ai un pédalage qui est suffisamment rond ou assez rond pour commencer à mettre de la force avant d'être totalement haut. C'est-à-dire que je limite mon temps mort en haut, que j'ai quasiment pas de temps mort en haut. Si vous voyez quelque chose qui est au-dessus de 360 degrés, ça veut dire que il y a un moment, il y a un temps mort ici, sur le haut du pédalage. Et donc là, on sait que c'est généralement, en tout cas, la fin de la phase de traction qui n'est pas bonne. Okay. Et inversement, en bas, on est à 180 degrés. Donc si on voit que notre phase de puissance s'arrête avant 180 degrés, ce qui est moi mon cas, c'est que j'arrive plus à produire de la puissance sur le moment de la traction. Ou plutôt, c'est l'effet inverse, j'ai envie de dire, je me trompe, je me mélange dans mes explications. C'est que justement, j'arrête de pousser à ce moment-là et que peut-être que je commence à tirer. Tu vois, ça dépend comment on interprète les trucs. Donc, si au contraire, on continue à pousser, peut-être que justement, si on voit le 180 degrés, il faudra analyser en fait quelqu'un qui pédale mal. Il faudrait que j'ai un mauvais pédalage sous les yeux et les données de puissance. Ça pourrait être intéressant. Quelqu'un qui pédale mal et qu'on voit qu'il a un gros temps mort en bas, si on voit qu'on voit apparaître des valeurs qui vont un peu plus loin que ça, peut-être qu'il continue à pousser alors qu'il aurait dû commencer, comme on a vu, cette traction. C'est peut-être qu'il y a un déficit à ce niveau-là. Ok, merci. Du coup, ça, c'est quand on a un capteur de puissance et sur les pédales. Si on n'a pas tout ça, y a la possibilité quand même d'avoir quelques indicateurs. Alors forcément, ce sera moins précis, moins fiable, tout ça, mais ça reste
ça reste des indicateurs auxquels il faut s'intéresser. Et donc, quand on n'a pas de capteur de puissance, on peut regarder déjà la stabilité sur la selle. Donc là, par exemple, l'idéal, c'est de se mettre sur un home trainer et de se filmer quand on est tout seul chez soi, sur le côté et de face. Et on peut voir le balancement du bassin. Si on a un bassin qui oscille beaucoup de gauche à droite, c'est qu'on n'est pas bien équilibré sur sa selle. Et généralement, c'est ce qu'on observe quand on a un pédalage en piston, donc beaucoup en poussée. Si je fais que pousser et pas tirer, généralement, je pousse et j'ai tout le corps qui va à gauche, tout le corps qui va à droite, tout le corps qui va à gauche, tout le corps qui va à droite. Et du coup, j'ai un énorme balancement. Et ça, c'est pas terrible comme on avait vu. Alors qu'au contraire, si pendant que je pousse avec une jambe, je tire avec l'autre, du coup, j'équilibre entre guillemets le bassin et je reste toujours, il y aura toujours un petit balancement, mais qui va être léger. L'idée, c'est de ne pas avoir un énorme balancement. Généralement, ça se ressent beaucoup au niveau des épaules. Ceux qui font les séances de home trainer avec moi le mardi midi et le jeudi soir, vous avez déjà dû m'entendre dire attention, on reste bien placé en haut, bien gainé, on évite de balancer les épaules. Parce que moi, c'est le repère que j'ai quand je vois généralement pas votre bassin, mais je vois vos épaules. Et quand je vois vos épaules qui commencent à faire ça, c'est que généralement, on n'a plus trop cette traction, on est beaucoup en piston, justement, et donc notre pédalage est de moins en moins efficace. Et ça, plus on est fatigué, c'est comme tout, plus ça s'observe facilement, parce que le premier truc qui part quand on est fatigué, c'est l'efficacité du pédalage, mais comme en course à pied, c'est l'efficacité de la foulée, et en natation, ça va être l'efficacité de votre mouvement aussi de nage qui va être impacté directement. Donc ça, le pédalage en piston, ce qui va s'observer, du coup, comme je vous disais, c'est le stop and go. Et ça peut s'observer encore plus sur du travail de force, comme on a pu voir précédemment. Vous faites des séries, par exemple, à 50 ou 60 RPM, donc en force, et vous regardez encore plus votre bassin. Là, ça va accentuer cet effet stop and go, cet effet pédalage en piston avec la force. Parce que si on est un peu limite en technique de pédalage, quand on met beaucoup de résistance, si déjà d'habitude avec une résistance entre guillemets facile, on n'arrive pas à faire la traction, quand il y a beaucoup de résistance, on ne va pas la faire du tout et du coup on va énormément pousser sur la pédale pour essayer de compenser ce déficit de traction. Donc là, ça va s'observer encore plus le stop and go. Là, ce qu'il faut quand on fait du travail de force, mais aussi quand on fait peu importe le travail, c'est vraiment se concentrer justement sur notre traction. Parce que comme je disais, la poussée, elle est assez naturelle. Donc du coup, en fait, si on se concentre que sur notre traction, on va continuer à pousser inconsciemment, mais par contre, on va pouvoir avoir une traction efficace. Okay, là où l'inverse n'est pas vrai. Si je me concentre que sur la poussée, je ne vais pas forcément avoir une traction efficace. Une deuxième chose qui peut être observée, ça, soit en regardant, soit pareil en mettant la caméra, c'est votre chaîne, la chaîne sur le vélo, d'accord. Normalement, si on a un pédalage efficace, notre chaîne, elle est toujours en tension, d'accord. Ça veut dire qu'il y a toujours une force qui est produite. Si on a des temps morts, et plus les temps morts sont importants, on va remarquer une tension discontinue sur la chaîne. On va avoir des moments où elle va se relâcher, entre guillemets. Chaque fois qu'il y a un temps mort, notre chaîne, elle va se relâcher. Et donc, si on filme notre chaîne et qu'on voit qu'elle est toujours en tension, c'est que notre pédalage est plutôt efficace. Si on voit que des fois, hop, elle se relâche, elle se retend, elle se relâche, elle se retend, elle se relâche, elle se retend, c'est qu'on a un pédalage qui n'est pas efficace, plutôt en piston, plutôt en stop and go, et avec des à-coups et des temps morts. Donc ça, c'est un deuxième paramètre qu'on peut observer. Et dans les cas les plus extrêmes, on peut même voir, alors ça, soit sur le home trainer, soit aussi en nature, entre guillemets, ça s'entend bien avec les roues, les belles roues carbone qui coûtent bien cher. Là, vous savez, quand on arrête de pédaler, on a un bruit que les cyclistes aiment bien. Ça, c'est des vélos qui coûtent cher. C'est le bruit du moyeu de la roue arrière, généralement, quand on est en roue libre. Vous devez tous voir le bruit quand vous roulez en peloton, vous devez tous entendre ce bruit-là dans les descentes. C'est un passage au point mort. Si vous mettez au point mort en voiture, c'est le même principe. Là, il n'y a plus de puissance qui est fournie. Quand on arrête de pédaler, c'est ça. Quand on a un temps mort dans notre pédalage, c'est comme si on arrêtait de pédaler. Et dans les cas les plus sévères, des gens qui ont des gros temps morts, on entend à chaque fois la mise en action de la roue libre. Alors là, c'est vraiment les cas extrêmes. J'espère que c'est le cas pour personne. Sinon, venez faire les séances de technique de pédalage le mardi, parce que c'est vraiment, il y a vraiment du travail à faire sur votre technique de pédalage. Et enfin, un petit test qui peut être fait pour tester votre efficacité de pédalage, c'est le test de l'unijambiste. Vous vous mettez uniquement sur votre jambe droite, en fait c'est de préférence sur le home trainer, ça permet d'avoir une situation un peu plus contrôlée. Vous déclipsez votre jambe gauche, vous pédalez qu'avec la jambe droite et vous vous mettez à une puissance cible et une cadence cible. Par exemple, je vais me dire
voilà, je vais me mettre à 150 watts et 90 de cadence. Donc, je vais essayer de rester au plus proche de ça avec ma jambe droite. Et je regarde combien de temps j'arrive à tenir à 90 de cadence et 150 watts. Ne le faites pas pendant 2 heures, hein. Faites-le pendant, par exemple, 3 minutes ou 2 minutes. Et puis, vous regardez, en fait, vous marquez des points de repère. Ah bah tiens, là, au bout de 30 secondes, ça commence à me faire mal, ça commence à me tirer un peu dans les quadriceps. Au bout de 45 secondes, bah, je commence à être moins fluide dans mon pédalage, je commence à avoir des à-coups, donc des temps morts. Tiens, au bout d'une minute, je commence vraiment à galérer, j'arrive plus à tenir ma cadence de 90 RPM. Et puis du coup, ma puissance est faiblit un petit peu, etc., etc. Puis au bout de 3 minutes, voilà, généralement, on commence à être un peu vraiment dans le dur, normalement. Des fois plus tôt, même beaucoup plus tôt, des fois plus long pour ceux qui sont très très bons. Mais voilà, vous notez un petit peu les différents éléments comme ça. Et puis après, vous refaites le même test avec l'autre jambe. Si vous avez les mêmes constats qui se font au même moment, bah, c'est qu'il y a plutôt un bon équilibre. Si la fatigue musculaire, elle intervient beaucoup plus tôt, que la puissance, elle diminue beaucoup plus tôt, et que la cadence, elle diminue beaucoup plus tôt, que les douleurs interviennent plus tôt, etc., et bah, c'est que la jambe est plus faible que l'autre ou que la coordination est moins bonne que l'autre. La coordination, généralement, ça va plus se ressentir en termes de pédaléron, de fluidité dans le pédalage, alors que quand c'est plutôt un déficit musculaire, ça va plutôt se ressentir par voilà, des douleurs dans les muscles, tout simplement. Okay. Ça va là-dessus ou ça vous paraît compréhensible comme test ou pas? Oui. Ouais, donc ça, c'est assez simple à mettre en place, hein. C'est un truc, ça vous prend 5 minutes à faire sur une sortie ou une séance home trainer. Donc c'est assez simple à faire quand on n'a pas de capteur de puissance. C'est plutôt intéressant. On va s'intéresser du coup à comment améliorer son coup de pédale. On a vu comment vérifier qu'il était efficace. Et maintenant, si on se rend compte qu'il n'est pas efficace, ben, comment on va l'améliorer? Un pédalage efficace, il y a 3 facteurs qui sont associés. Il y a la force, il y a la vélocité et la coordination. C'est des termes que j'ai employés un petit peu depuis le début. Et donc forcément, pour progresser dans le pédalage, il va falloir faire des exercices sur ces 3 facteurs qui vont faire intervenir la force, qui vont faire intervenir la vélocité, qui vont faire intervenir la coordination. Okay. Ceux qui viennent à l'entraînement le mardi ou qui regardent un peu les plans et qui suivent les plans même hors club, vous avez vu qu'on fait beaucoup de travail, d'exercices en force, des exercices en vélocité, des fois des exercices avec des exercices en force et des contre-exercices en vélocité dans la même séance, des exercices de coordination, donc ça c'est par exemple l'unijambiste ou les montées de genoux, etc., etc. Tout ça, c'est des exercices variés, différents, mais qui ont tous le même but, c'est d'améliorer son coup de pédale, c'est d'améliorer son pédalage. Ça a d'autres objectifs, hein, ou en tout cas, ça va jouer sur des facteurs différents. La coordination, quand on fait l'unijambiste, l'idée, ça va être plutôt de travailler sur le pédaléron et de limiter les temps morts. Quand on va pédaler en force, on va pouvoir se concentrer plus sur la partie poussée et surtout tirage, parce qu'on se rend compte que sinon, on va être en pédalage en piston. Quand on est en vélocité, ça va plutôt être la coordination intermusculaire, parce que si on veut pédaler rond avec beaucoup de vélocité, il va falloir faire intervenir très vite la poussée et la traction à une haute intensité, à une haute vitesse en tout cas, donc favoriser quadriceps ischio-psoas, quadriceps ischio-psoas très rapidement. Donc ça va être plutôt les facteurs nerveux, en force plutôt les facteurs musculaires, etc. Donc on joue sur plusieurs paramètres, mais qui ont tous le même objectif final, c'est d'améliorer son coup de pédale. Il y a d'autres exercices qui peuvent être faits. On n'est pas obligé de le faire sur le home trainer. On peut aussi aller le faire à l'extérieur et donc se servir du dénivelé. C'est pour ça que je mets faites des côtes. En restant bien assis sur la selle avec une cadence relativement élevée dans les côtes, et vous allez rapidement voir que sans se mettre en danseuse, reste bien assis sur la selle. Vous allez être obligé de faire le tirage de la pédale et pas seulement pousser parce que sinon ça va vite devenir très compliqué. Donc naturellement, vous allez vous mettre à tirer sur la pédale. Ça, quand vous faites des sorties dehors en endurance facile, forcez-vous à rester assis dans les côtes. Mettre un développement assez facile, tourner à plus de 80-85 tours par minute. On essaie de se rapprocher pour l'exercice des 90, donc s'il va être une cadence élevée quand on est en côte, de rester assis et de vous concentrer sur les montées de genoux. Je tire la pédale, je tire la pédale, je tire la pédale. Et ça, c'est un très très bon exercice
et qui est encore plus spécifique parce qu'on est dans des conditions réelles, parce qu'on associe aussi le pilotage, etc., etc. Et j'ai rajouté aussi que il fallait faire de la borne, comme on dit. Je mets rouler jeunesse. Le corps, il est de nature paresseuse. On est feignant de nature. En tout cas, notre corps est feignant de nature. Et il va toujours chercher, de manière consciente ou inconsciente, la méthode la moins sollicitante, la moins fatigante, pour vous faire avancer. Et donc, en fait, la manière la plus efficace de vous faire avancer. En tout cas, la manière la plus efficiente. C'est-à-dire efficace et qui ne coûte pas cher, qui est le moins énergivore possible. Donc, plus on va faire de volume, plus naturellement, notre corps il va pédaler de manière efficace parce qu'il va s'habituer, il va faire réduire le coût énergétique naturellement. Donc, j'en entends déjà dire, à quoi ça sert de faire du travail de pédalage si j'ai juste à aller rouler beaucoup pour que ça fonctionne. Parce qu'il ne suffit pas de rouler beaucoup comme ça en l'espace de 3 mois pour que ça marche. Ça, c'est un processus qui va se faire en roulant des heures et des heures toutes les semaines pendant des années et des années. Ça se fait pas. Vous aurez beau, même si vous roulez pendant 6 mois, 1 heure, 1 heure et demie, 2 heures, 3 heures tous les jours. Alors oui, vous allez progresser un petit peu, mais vous progresserez beaucoup moins ou beaucoup moins rapidement qu'en faisant du travail de pédalage. Okay, la progression sera plus rapide. Mais du coup, le cumul des deux sera d'autant plus efficace. Si vous mettez beaucoup de volume d'entraînement et que vous faites en plus dans ce volume d'entraînement des exercices techniques, la progression n'en sera que meilleure et rapide. Alors attention, je dis faire beaucoup de volume, ça c'est une chose. Pas oublier la première visio qu'on avait faite sur les principes de l'entraînement, les principes fondamentaux de l'entraînement. Faire beaucoup de volume, c'est bien, mais il faut que le corps soit prêt à faire beaucoup de volume et pas commencer à faire beaucoup de volume d'un coup. Sinon, tout ce qu'on va récolter, c'est la blessure. Et là, on fera ni de volume, ni de travail technique et on fera juste du repos pour se soigner. Et donc, on progressera pas du tout. Donc, ce sera totalement l'effet inverse à ce qui était recherché initialement. Donc, voilà, soyez intelligents. D'autant plus que, deuxième point, on est des triathlètes et donc on ne fait pas que du vélo ou que de la course à pied ou que de la natation parce que ce principe du corps feignant qui va chercher à progresser en faisant du volume, ça marche aussi en natation et en course à pied. Et nous, par principe, on fait 3 sports en un. Donc, si on veut faire beaucoup de volume dans les 3 sports, ça devient vite compliqué. Il faut faire que ça. Et même en faisant que ça, on ne pourra jamais faire autant de volume qu'un sportif qui fait qu'un seul sport. Donc, on a encore plus intérêt que les autres à faire du travail technique si on veut avoir une progression rapide, plus rapide. Je mets dans tous les cas, pour conclure là-dessus, qu'il faut toujours penser au tirage. Parce que la poussée se fait naturellement. Je me répète, je l'ai déjà dit 4 fois, mais voilà, c'est vraiment ce qu'il faut retenir. Pensez tirage, 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 tirage. C'est le meilleur moyen de progresser. Que vous fassiez des exercices ou pas. Parce que vous pouvez le faire sans le faire d'exercice, juste concentrer toujours à tirer. Okay, et ça, notamment quand vous êtes fatigué, je pense en compétition ou sur les séances, dès que vous allez être fatigué, vous allez repasser sur le mode je pousse et j'arrête de tirer. Donc là, c'est là qu'il faut se concentrer sur je suis fatigué, je tire, je tire, je tire, je tire. Ok. Est-ce qu'il y a des questions sur toute cette partie coup de pédale, cycle de pédalage, amélioration, comment l'améliorer, comment vérifier qu'il est efficace, qu'est-ce qu'un coup de pédale, ou c'est bon? C'est bon sur le pédalage. Juste un point entre la position, effectivement, ou tu vas peut-être en parler après, sur la position assise ou debout en danseuse, sur la force, la puissance et l'énergie dépensée. Qu'est-ce qui est plus efficace en gros, quoi? Ou est-ce qu'il faut alterner justement pour solliciter les muscles différemment Ouais, plusieurs choses. Alors déjà, sur le plat, la danseuse, ça va être utilisé uniquement pour sprinter ou pour se détendre. Effectivement, si on est pour 180 bornes, ça va permettre de relâcher les muscles un petit peu, de se mettre en danseuse sur 3-4 coups de pédale. Mais globalement, on va rester assis. En triathlon, c'est très rare qu'on fasse en tout cas en longue distance, sans drafting, on va rarement se mettre en danseuse parce que l'idée, c'est d'être constant, on va dire, dans l'intensité. Et donc, pour être constant, on reste assis sur la selle et on essaie d'adopter le pédalage le plus linéaire possible. Par contre, dans les ascensions, on voit souvent sur le Tour de France, quand il y a des attaques ou des choses comme ça, comme sur le plat, vous me direz, on se met en danseuse. Et
par réflexe, les triathlètes comme les cyclistes, quand on arrive en côte, on se met en danseuse. Effectivement, se mettre en danseuse, ça va permettre en côte de produire plus de puissance. Parce que au moment de la poussée, justement, on va avoir non seulement la force des muscles, mais en plus le poids du corps qui va venir appuyer sur la pédale, donc qui va produire plus de puissance. Donc vous allez me dire, c'est nickel, il faut se mettre en danseuse dans les côtes. Quand on se prépare, par exemple, je prends l'objectif club cette année du triathlon de l'Alpe d'Huez, il y a quand même des ascensions qui sont longues, et je vous mets au défi de faire toute l'ascension en danseuse, et on verra l'état dans lequel vous serez à l'arrivée. Pourquoi? Parce que se mettre en danseuse, en fait, c'est beaucoup plus énergivore que de rester assis sur la selle. Parce que déjà, au niveau des jambes, ça va consommer plus d'énergie, mais en plus, vous allez vous appuyer sur les avant-bras, donc vous allez vous crisper au niveau du corps, donc consommer de l'énergie. Donc, l'énergie que vous allez mettre dans les bras, vous ne pourrez plus le mettre dans les jambes, donc vous allez vous fatiguer plus vite. Vous allez mobiliser plus de masse musculaire, donc faire augmenter la fréquence cardiaque également. Donc, ça va. C'est bien quand on fait du cyclisme pour faire des attaques, faire des différences, créer un écart très rapide. Pour regarder sur le Tour de France, il y a encore 10-15 ans, on voyait beaucoup de cyclistes monter en danseuse. Aujourd'hui, on n'en voit quasiment plus. Un des premiers à avoir amené ça, c'est Chris Froome, qui montait tout assis. Il montait même quand il attaquait, lui, il restait assis. Il montait tout assis avec une cadence très élevée. Pédalage efficace. Ça a été un des premiers à amener ça. Il a tout gagné et depuis, tout le monde fait pareil. D'accord? C'est qu'il y a une raison. Alors peut-être que dans 10 ans, il y aura une nouvelle méthode qui sera trouvée et inventée. Mais pour le moment, c'est ce qui est le plus efficace, c'est de rester assis parce qu'on économise l'énergie. Donc, la danseuse en triathlon, nous, on va l'utiliser surtout pour se détendre les muscles, quoi. Parce que si on reste sur une longue distance, 5, 6, voire plus heures, assis dans la même position, et ben, au bout d'un moment, les muscles, on a beau les économiser, ils tétanisent en fait à force de faire toujours le même mouvement. Donc ça fait du bien de temps en temps sur 2, 3, 4 coups de pédale de passer en danseuse pour se relâcher un petit peu et faire travailler les muscles différemment. Je ne sais pas si je réponds à ta question. Oui, d'accord. Non, mais c'est clair. C'était effectivement un objectif Alpes. Est-ce qu'il faut alterner ou pas? Mais non, c'est plus pour se détendre, effectivement, que pour. C'est ça. Du coup, tu vas pouvoir le faire, ou si tu as Mmh. un taquet, par exemple, dans l'Alpe d'Huez, je pense notamment aux sorties de virage, il paraît que c'est bien raide. Alors, je ne l'ai pas encore fait, mais d'après ce que j'ai cru voir et comprendre, c'est assez raide sur les sorties de virage. Je confirme. Merci Thierry. Et donc, sur les passages assez raides, ça peut valoir le coup de faire 2-3 coups de pédale en danseuse pour passer ce petit passage raide et de se rasseoir directement sur la scène. Okay, mais sur 4, 5, 6 coups de pédale, pas sur, on fait passer sur 200 mètres. Quoi. Okay, sinon, on va se cramer. Donc, ça va permettre de faire le relâchement et en même temps de passer un petit taquet, une petite bosse un peu plus vite. Regardez le rythme. Ok, clair. On va pouvoir passer à la deuxième partie qui va être l'entraînement physiologique. Donc là, on est plutôt sur la technique de pédalage, on va passer plutôt sur la physio. Et on va commencer par parler là, on va plutôt être aspect pratique, aspect terrain et comment le mettre en place. Donc les tests, normalement, si vous suivez les entraînements club, c'est des tests que vous avez déjà au moins entendu parler, mais j'espère pratiquer et expérimenter. La première chose, le premier test, c'est le test PMA, donc le test de puissance maximale aérobie. Donc l'objectif est justement de calculer cette puissance maximale aérobie. À quoi ça correspond? C'est la puissance qui est associée à VO2 max. VO2 max, c'est votre consommation maximale d'oxygène. Okay, le parallèle en course à pied, c'est la VMA. On parle de vitesse et non pas de puissance. La vitesse maximale aérobie, qui est la vitesse associée à votre VO2 max. Okay, comment on réalise ce test? Et en fait, il y a plusieurs moyens. Nous, au club, on le fait sur un test de puissance critique sur 5 minutes, donc faire la meilleure puissance moyenne sur 5 minutes. C'est aussi possible de le faire en test progressif, un peu comme le test VMA en course à pied, avec différents paliers de puissance où on monte progressivement. C'est aussi possible. En laboratoire, notamment, c'est ça qui est utilisé. Mais en laboratoire, l'avantage qu'ils ont, c'est de pouvoir imposer la puissance à laquelle on tourne les jambes. Sur le home trainer tout seul, se caler à 150 watts précisément pendant tant de minutes ou tant de secondes, c'est assez compliqué. Quand on a des variations de puissance quand même si elles sont minimes quand on se connaît. Quand on arrive à 350 ou 400 watts, ou peu importe la puissance d'ailleurs, en fonction des individualités, mais quand on arrive sur des zones hautes et qu'on n'est plus très lucide,
je vous mets au défi de garder votre puissance hyper stable pendant 1 minute ou 2 minutes en fonction de la durée des paniers. C'est très compliqué. Donc, du coup, on utilise plutôt ce test de puissance critique. Et ensuite, on a le test FTP. Donc, le test FTP, en anglais, c'est Functional Threshold Power. Donc, c'est la puissance au seuil fonctionnel. Donc, l'objectif de ce test, c'est de calculer ça. Et donc, ça, c'est la puissance que l'on peut tenir environ 1 heure en théorie. Et comment on le calcule? C'est un test de puissance critique également sur 20 minutes. Pourquoi 20 minutes alors que c'est une puissance qu'on peut tenir 1 heure? Même chose. L'idée des tests, c'est que ce soit précis, mais c'est aussi que ce soit reproductible. Donc, on puisse le refaire assez régulièrement. Pour ceux qui l'ont déjà fait, vous savez déjà qu'un test de 20 minutes, c'est très éprouvant, très fatigant et très dur, notamment psychologiquement aussi. Donc, imaginez sur 20 minutes. Donc, je vous laisse imaginer sur 1 heure ce que ce serait si demain je vous dis bon, voilà, on va faire un test FTP aujourd'hui, vous faites 1 heure à bloc. Je pense qu'il y en a beaucoup qui, qui feraient la gueule et qui m'insulteraient, et je vous comprends. Donc, voilà, déjà 20 minutes, c'est compliqué. Donc, du coup, c'est Kogan, hein, Andrew Kogan, pareil, sinon, un scientifique du sport et entraîneur qui a fait des tests plutôt sur 20 minutes et qui a validé ça scientifiquement en prenant en fait la puissance moyenne sur 20 minutes multipliée par 0,95. Ça correspond en moyenne à la puissance que l'on peut tenir 1 heure. Ça reste une moyenne. Il y a des gens qui vont pouvoir tenir peut-être 96-97% des 20 minutes sur 1 heure, d'autres qui vont tenir que 90. C'est une moyenne. Mais après, voilà, l'objectif n'est pas l'objectif, c'est d'avoir une valeur autour de laquelle on va travailler. De toute façon, on ne travaille jamais pile poil à la puissance. On est dans une zone autour de cette puissance parce que c'est hyper compliqué d'être régulier au watt près. Donc, de toute façon, on va pas être très éloigné de la bonne zone. Puis, on travaille toujours à 95% de cette FTP, 100%, 105. On gravite toujours autour de ça. Donc, de toute façon, on s'y retrouve, même si ce n'est pas précis au watt près. Donc, voilà pourquoi c'est validé, en tout cas scientifiquement. Tout le monde connaissait ces tests-là, ou il y en a qui n'avaient jamais entendu parler de ça, ou qui ne les ont jamais fait? Non. J'ai pas fait la PMA. Pas fait la PMA? Ok. Tu vas voir, c'est plus simple que la FTP. C'est dommage, tu as fait le plus dur. Enfin, c'est plus simple. Ça dépend des gens, hein, mais voilà, généralement, dans les ressentis, je pense que ceux qui sont là peuvent en témoigner. Je pense que tout le monde est d'accord avec moi. C'est plus simple. Ouais. Parce que même quand tu es dans le dur, tu sais que ça dure que 5 minutes. Quoi. C'est ça. En fait, c'est plus dur. C'est plus dur sur le papier. 7-8 minutes, le reste, c'est long. Hein. C'est ça. En fait, la PMA est plus dure sur le papier parce qu'on a une puissance qui va être plus importante. Sur 5 minutes, on est capable de développer plus de puissance. Là où c'est plus facile, entre guillemets, c'est psychologiquement. Comme tu dis, le test PMA, quand on commence à être dans le dur, on commence à être dans le dur au bout de 2 minutes. Il n'en reste plus que 3. Donc, on serre les dents et on envoie. La FTP, ça commence à être dur à 7-8 minutes, il en reste 12. Donc là, voilà, psychologiquement, c'est très, très long et c'est pour ça que dans le ressenti, il est plus difficile. Donc voilà un petit peu pour les différents tests. Il en existe plein d'autres. C'est les tests que moi j'utilise personnellement et que du coup on utilise au club parce que c'est des tests qui sont assez simples à mettre en place, 5 minutes, 20 minutes. On peut les utiliser assez facilement, les reproduire assez facilement, les comprendre assez facilement aussi. Et puis surtout, ils permettent derrière d'étalonner toutes ces allures d'entraînement et d'étalonner aussi les allures pour les compétitions. Je vous ai mis quelques valeurs de référence. Je sais que ça intéresse souvent les gens. Je fais tant de watts, qu'est-ce que c'est bien, c'est pas bien, 200 watts c'est bien, 250 watts c'est bien. Ce qu'il faut comprendre déjà, c'est que 250 watts, ça veut rien dire. Si moi, qui fais 68 kg, je développe je sais pas, 400 watts, 420 watts, voilà, si on prend 1000 chiffres, quoi. Je développe 420 watts à PMA à 68 kg et qu'il y a quelqu'un qui va développer 420 watts aussi, mais qui va faire 95 kg. Effectivement, il va envoyer le même nombre de watts que moi, mais pourtant, je vous jure qu'on va aller faire une course, je vais finir devant, sauf s'il y a une crevaison ou autre, mais théoriquement, je vais finir devant. Au contraire, s'il y a quelqu'un qui fait 420 watts aussi, mais qui fait 10 kg moins que moi, je ne vais pas le voir de la course. Il va me mettre misère. D'accord ? Ce qui est important, c'est non pas la puissance, mais la puissance rapportée au poids de corps. Donc les watts par kilo.
Si je fais 420 watts, je divise 420 par mon poids de corps, 68 kg, et ça va me donner un chiffre. Okay. Vous voyez là, ici, du coup, c'est ça qui est intéressant. Pour la PMA, des professionnels de très haut, après ça reste des valeurs de référence, hein, ça ne veut pas dire que si on est là-dedans, on est professionnel de très haut niveau, mais globalement, on peut dire que tu vas plutôt être bon, voire très très bon, et que potentiellement tu aurais pu faire du haut niveau. Si en tout cas tu as ces valeurs-là et que tu ne fais pas du haut niveau, c'est que tu es un peintre sur le vélo et que tu ne sais pas tourner un guidon, ou que tu ne sais pas rouler en peloton. C'est dommage, parce que sur Zwift, tu serais le meilleur. Mais voilà, ça reste des valeurs de référence et il faut faire attention. Mais ça permet d'avoir un ordre d'idée. Donc, un professionnel de haut niveau, on est entre 7 et 7,6 watts par kilo. Donc, je vous laisse calculer. Si on fait le calcul rapidement, 7,5 fois 70 kilos, ça fait 525 watts. Voilà. 525 watts pour 70 kilos, tu peux, entre guillemets, faire du haut niveau. Pourquoi, entre guillemets? Parce que la PMA, c'est bien, mais comme on a vu, c'est un effort de 5 minutes. Dans le cyclisme de haut niveau, je ne connais pas beaucoup de courses qui durent 5 minutes. D'accord? Il y a plein d'autres paramètres qui vont rentrer en compte pour faire du haut niveau, il n'y a pas que ça. Mais déjà, si on a une puissance maximale aérobie qui est très importante, ça aide parce que derrière, toutes les autres allures vont en découdre. Après, ça va dépendre des profils. Un coureur comme Julien Alaphilippe, par exemple, il va avoir une PMA très élevée, mais il va surtout avoir des watts ou des puissances très élevées sur des distances encore plus courtes. Voilà, c'est un coureur qui va aller très vite sur 30 secondes à 2 minutes d'effort, et pas sur 5 minutes d'effort, par exemple. Il va être capable, par exemple, à Mur de Bretagne, sur une côte de 2 km, ils vont partir au train. Et puis, lui, à 1 km de l'arrivée, il va lancer une attaque énorme pendant 30 secondes. Il va faire la différence avec les autres. Et puis après, il va repasser à la même puissance que les autres et il va maintenir son écart. Okay, mais il va être capable de faire des différences sur des accélérations très brèves. Donc là, du coup, la qualité principale, ce n'est pas la PMA, ça va être l'explosivité. Et ça, c'est dans des intensités encore plus hautes que la PMA. Au contraire, un coureur qui va être très fort en montagne, un grimpeur par exemple, lui, sa qualité prioritaire, ça ne va pas forcément être la PMA ou l'explosivité comme Julien Alaphilippe, ça va être plutôt sa FTP justement, parce que sa FTP c'est ce qui peut tenir 1 heure. Et donc quand on voit, je sais pas, on prend Nairo Quintana, Egan Bernal, Christopher Froome, tous les grands coureurs qui ont pu gagner le Tour de France, généralement, c'est aussi eux qui sont les meilleurs en montagne. Et donc, eux, ils ont des très bonnes FTP parce que c'est eux qui vont monter l'école les plus vite. Et l'école, généralement, c'est des ascensions qui vont durer entre 30 minutes et 1 heure, grosso modo. Et donc, eux, ils vont avoir une très bonne FTP et un poids de corps très faible. D'accord? Parce que vu que ça grimpe, le poids du corps est encore plus important parce qu'on va être soumis encore plus à la gravité et à la résistance par rapport à la pente. Donc là, plus on est léger et plus on a une FTP importante, une puissance importante sur 1 heure, plus on va être un bon grimpeur. Inversement, quelqu'un qui va avoir une très très bonne FTP, donc encore plus de puissance que Nairo Quintana, par exemple, qui apporte forcément à avoir des valeurs de watts impressionnantes, vu qu'il fait je sais pas, 55 kg tout mouillé, je pense, il ne va pas forcément développer énormément de watts, mais vu qu'il est tout maigre, en montagne, il va faire des énormes différences. Par contre, sur le plat, en contre-la-montre, c'est pas lui le meilleur. On prend, je sais pas, un des meilleurs coureurs de contre-la-montre, Filippo Ganna, par exemple, en ce moment, l'italien. C'est pas le même profil, c'est pas le même gabarit que Nairo Quintana. Lui, il est capable d'envoyer beaucoup plus de puissance, à mon avis, que Nairo Quintana. S'il y en a un qui est, je sais pas moi, à 450 watts de FTP et l'autre, il est peut-être à 500 ou 520. Je dis des bêtises, mais voilà. Il va avoir 60-70 watts de plus, mais il va aussi avoir 10 ou 15 kilos de plus. Donc en montagne, Filippo Ganna, il va être incapable de suivre Nairo Quintana. Par contre, sur le plat, là où le poids de corps a un impact moindre, voire quasi inexistant, hein. Si, il existe, mais beaucoup pour d'autres raisons, par rapport à la résistance au vent. Généralement, plus on est lourd, plus on prend de vent, parce qu'on a plus de masse, plus de résistance à l'avancement. Et donc, sur le plat, un coureur comme Filippo Ganna, il va avoir beaucoup plus de puissance. Donc, sur un contre-la-montre plat, il va faire un meilleur temps que Nairo Quintana, par exemple. Je vais reprendre mon exemple. Je ne sais pas si c'est assez clair là-dessus.
Bon, l'intérêt justement du poids, de la puissance, la différence sur le plat, sur la montagne, en montagne, pardon, et des différences sur le terrain, en gros, à quoi ça sert d'avoir une bonne PMA, une bonne explosivité ou une bonne FTP. Ouais, c'est clair. Ouais, c'est bon. Ok. Du coup, là, on a vu les différents tests, ce que ça permettait de calculer, les valeurs un petit peu de référence. Vous pourrez regarder comme ça où vous vous situez un petit peu si vous voulez. J'imagine que tout le monde l'a fait déjà, ou une bonne partie. Ensuite, on va pouvoir voir, du coup, calculer grâce à ces tests nos zones de travail. C'est ça qui va nous intéresser en priorité. Une fois que j'ai mes valeurs, le but, c'est pas de dire « Ah, bah, c'est cool, j'ai ça de puissance ». Non, le but, c'est de progresser après et de faire en sorte de les améliorer. Donc, pour ça, on sert de… voilà, il y a plusieurs zones. Il y en a qui utilisent 3 zones, d'autres 5 zones, d'autres 7 zones. Je vous ai mis les 7 comme ça, vous avez le maximum possible. Comment on va les utiliser? Alors, il y en a qui servent que de la FTP pour étalonner leur zone, d'autres qui servent que de la PMA et d'autres qui utilisent un mixte des deux. Moi, je préfère utiliser un mixte des deux. Je vais vous expliquer pourquoi. Après, c'est que mon avis et ça n'engage à rien, mais quand on n'utilise que la FTP, ça veut dire qu'on va déduire ou imaginer notre PMA à partir de notre FTP. Donc, on va imaginer une puissance maximale aérobie à partir d'un test qui n'a jamais atteint cette valeur. C'est-à-dire que votre FTP elle est plus faible que votre PMA, forcément. Donc, c'est compliqué de se projeter sur quelque chose de plus élevé sans l'avoir fait. D'accord? Je ne sais pas si je m'exprime bien, mais je pense que vous avez compris l'idée. Donc pour moi, c'est compliqué à partir d'un test FTP d'imaginer sa PMA. Il y a trop de variations possibles en fonction des différents profils. Inversement, sur la PMA, pour le coup, là, on est sur une valeur haute. Donc c'est plus facile d'écouler, on va dire, les intensités inférieures, d'accord, par rapport à des pourcentages de ça, des pourcentages inférieurs. C'est plus facile. Par contre, plus on va s'éloigner de notre PMA en dessous, sur des valeurs plus faibles, moins on va être précis. Donc, du coup, moi, ce que je préfère faire, c'est utiliser le test PMA pour travailler sur les allures PMA et au-dessus de la PMA, sur la puissance, etc. Parce qu'on va être plus proche. Mais par contre, pour tout ce qui est en dessous, la PMA, je préfère utiliser la FTP parce que du coup, la FTP, on va être plus précis en utilisant la FTP pour déterminer notre FTP, forcément. Et en dessous, on va être plus proche de la FTP que de la PMA. Donc, autant découler toutes les allures en dessous à partir d'une valeur référence validée qui est plus proche des zones de travail. Je ne sais pas si je me suis bien exprimé, mais je pense que vous avez compris l'intérêt, ce que je voulais dire. Si ce n'est pas le cas, n'hésitez pas à me dire. Après, vous allez me dire, ouais, du coup, tu dis c'est compliqué d'estimer la PMA à partir de la FTP parce que c'est une valeur au-dessus, mais par contre, tu estimes les zones 6 et 7 à partir de la PMA, c'est aussi des valeurs au-dessus. Vous avez totalement raison. Si j'étais entraîneur de cyclisme, je ferais aussi un test de puissance max, donc sur 10 secondes ou 30 secondes, en fonction de ce que je veux, voire les deux, pour avoir aussi des valeurs très très hautes. Parce qu'en cyclisme, on va avoir beaucoup d'attaques, beaucoup de choses comme ça. En triathlon sur Ironman, ces valeurs-là, on va quasiment jamais s'en servir. Donc, du coup, je vais juste vous dire, voilà, là sur 30 secondes, on va à bloc et globalement, vous allez travailler là où je veux. On a moins besoin d'être précis puisque c'est quelque chose qui va moins nous servir et qu'on va moins travailler, voire quasiment jamais travailler sur Ironman. Sur des gens qui vont préparer plutôt des S format compétition, notamment chez les jeunes par exemple, ou en format D3, D2, D1, où là il y a beaucoup de relances, beaucoup de choses comme ça. Là par contre, ça va être très intéressant d'aller chercher nos puissances maximales sur 10 secondes, 30 secondes, voire 1 minute ou 2 minutes, et du coup d'avoir des valeurs de référence pour travailler dans ces zones. Ça va pour tout le monde ou pas? Ouais, juste en Z4, c'est marqué conversation, il manque peut-être un mot, non? C'est quoi? Alors, j'ai l'image qui apparaît. Zone 4. Oui, pardon, augmentation progressive de la douleur musculaire et de la ventilation, conversation impossible. D'accord. Ouais. Il me semble que ça doit être ça. En fait, là, l'idée, c'est que tu vois, zone 4, en fait, tu es à FTP. Tu vois, toi, tu étais là sur la séance jeudi soir. Je pense qu'à la fin de
même dès le début, hein, sur les là, on était que sur 3 minutes, mais quand on faisait les séances à 3 fois 8 minutes, 4 fois 8 minutes, je pense que si je te pose une question au milieu du troisième ou du deuxième, alors une question où tu vas pouvoir me répondre par oui ou par non. Par contre, me faire une phrase sujet, verbe, complément, ça va être compliqué, quoi. En tout cas, ça doit être compliqué. Sinon, c'est que tu n'es pas dans la bonne zone. D'accord. C'est ça. Ça, c'est des repères en fait pour ceux qui n'ont pas de capteur de puissance ou pas de ceinture de fréquence cardiaque. Voilà, c'est le ressenti qui doit être associé, c'est ça. Vous voyez du coup qu'il y a plusieurs repères au niveau des zones, hein. Il y a donc le ressenti, quand on n'a rien du tout, on ne se fie que au ressenti. Quand on n'a pas de capteur de puissance, mais qu'on a une ceinture cardiaque, c'est déjà pas mal. On peut faire le test 5 minutes et le test 20 minutes. Alors, ce sera forcément moins fiable, mais du coup, sur 5 minutes, on peut avoir, normalement, en théorie, on atteint notre fréquence cardiaque maximale. Si on fait un effort maximal sur 5 minutes, vous allez atteindre votre FC max. Donc là, on va s'en servir pour notre zone 5. Vous voyez, là, on est en pourcentage de FC max. Et sur le test 20 minutes, on va avoir une FC moyenne. Vous ne prenez pas la FC max atteinte pendant les 20 minutes, vous prenez la FC moyenne sur les 20 minutes. D'accord ? Ça, ce sera votre fréquence cardiaque au seuil. D'accord ? Donc la fréquence cardiaque de la zone 4, du coup. Donc on se retrouve 95 et 105% dans la zone de travail. Et derrière, on va pouvoir étalonner, pareil, toutes nos allures par rapport à la fréquence cardiaque en zone 1, en zone 2, en zone 3 et donc forcément en zone 4. À savoir que la fréquence cardiaque, c'est quand même très variable. C'est compliqué de travailler qu'à ça. C'est mieux que rien, mais il faut faire attention. La puissance, c'est la puissance. Qu'il fasse beau, qu'il fasse chaud, qu'il fasse froid, qu'on soit en intérieur, en extérieur, notre puissance, c'est la puissance qu'on dégage. C'est brut, on ne peut rien y faire. La fréquence cardiaque, par contre, elle va être dépendante de la température, elle va être dépendante de votre fatigue, elle va être dépendante des entraînements que vous avez fait avant, elle va être dépendante du vent, de la météo, elle va être dépendante de plein de choses. Du coup, c'est compliqué de travailler qu'avec ça, en fait. Parce que pour la même séance, avec la même puissance, vous allez des fois avoir des fréquences cardiaques différentes parce que vous n'allez pas être dans les mêmes conditions. Vous allez être plus fatigué, vous allez avoir une nuit de sommeil un peu plus courte une fois, ou la veille, vous avez déjà fait une grosse séance, donc vous avez un peu plus de fatigue, etc. etc. Et tout ça, ça va influer sur votre fréquence cardiaque. Donc la fréquence cardiaque, c'est bien, mais attention, si on ne se fie qu'à ça, ça peut être, on va dire, il faut se méfier dans les chiffres. Il faut prendre ça en considération en tout cas. Et donc, le dernier paramètre, donc c'est la puissance, comme je le disais. L'idéal, c'est d'associer les trois. Plus vous avez, et encore, on peut en associer d'autres, on peut associer un RPE, donc ça c'est une note de 0 à 10 sur la perception de l'effort. Okay. Fréquence cardiaque, puissance, ressenti et RPE, j'aurais pu rajouter une colonne en plus. À VO2 max et au-dessus, on est à 8, 9, 10 de RPE. Au seuil, on va être plutôt à 7, 8. En endurance active, on va être à 5, 6. En endurance, 3, 4 sur 10. Et en récupération active, 1 ou 2. Okay, pour donner une idée. En tout cas, on doit être à ça. Des fois, vous allez faire une séance d'endurance et vous avez l'impression d'être à 5 parce que vous avez les jambes explosées parce que vous avez fait une grosse séance la veille et que même en étant en zone d'endurance au niveau de la puissance et de la fréquence cardiaque, votre perception de l'effort va être plus élevée parce que en fait, vous êtes fatigué. Et ça, par contre, c'est intéressant parce que du coup, ça peut vous fournir à vous ou à votre entraîneur un repère à dire, putain, là, il est censé être facile, c'est une séance en endurance, il est bien dans la bonne zone de fréquence cardiaque, il est bien dans la bonne zone de puissance. Mais par contre, il met une RPE à 5, alors que normalement, il devrait être plutôt à 2, 3. Donc là, c'est peut-être qu'il est fatigué, et donc du coup, je vais faire attention. Et demain, je lui ai prévu une grosse séance, je vais peut-être pas lui la mettre parce que vous, normalement, demain, j'ai une grosse séance, je vais peut-être pas la faire parce que là, je suis un peu fatigué, donc peut-être mieux que je me repose. Okay, ça, c'est l'intérêt. Et plus vous allez avoir de variables comme ça, donc la fréquence cardiaque, la puissance, le ressenti, la RPE, plus vous allez avoir d'indicateurs. Et plus on mélange d'indicateurs, et plus on est fiable dans le retour qu'on souhaite avoir. Okay, si je suis dans ma bonne zone de fréquence cardiaque, ma bonne zone de puissance, que j'ai un ressenti qui est cohérent et une RPE qui est cohérente, globalement, je suis quasiment sûr et certain d'avoir travaillé dans la bonne zone et dans l'objectif que je voulais avoir. Okay. Est-ce que ça, c'est bon pour tout le monde ou pas? Ah ouais, c'est clair. Est-ce qu'il y a des questions? Non, pas de questions. Pas de questions. Non. Très bien. Voilà. Après les allures à l'entraînement, on va avoir les allures cibles en compétition. Alors là, attention, c'est hyper dépendant en fonction des individus.
Okay. Il y a beaucoup de variabilité. Vous voyez que les chiffres là, il y a 10% d'écart entre le plus haut et le plus bas. Et encore, il y en a qui vont être au-dessus et d'autres qui vont être en dessous. C'est une généralité. Après, à chacun de travailler là-dessus au début et d'affiner avec l'entraînement et l'expérience. Okay. Mais globalement, sur un triathlon S, on va dire que la majorité des personnes vont se situer, attention, là je parle, devraient se situer plutôt, entre 95 et 105% de la FTP. Okay, c'est normalement, si on est dans cette fourchette, on a de grandes chances de pouvoir tenir déjà toute la distance du vélo, mais surtout de pouvoir courir ensuite. Un triathlon S, c'est 20 km. Quelqu'un qui va rouler à 30 km/h de moyenne, ça va être 30 minutes d'effort. On a vu que la FTP, on pouvait la tenir 1 heure. Donc vous allez me dire, bah oui, mais je peux la tenir 1 heure. Donc normalement, sur un S, je peux aller plus vite. Oui, sauf que j'ai déjà roulé, j'ai déjà nagé avant, il faut que je cours après. Donc si je fais mon effort maximal sur 1 heure à vélo, ou mon effort maximal du coup plutôt sur 30 minutes, parce qu'il y aura 30 minutes d'effort, je ne vais pas être capable de courir ou de courir après plutôt. Sur un triathlon M, plutôt, du coup, là, on va être sur un 40 km à 40 de moyenne. Oui, pardon, c'était 40 de moyenne pour 30 minutes sur un S. 40 de moyenne sur un M, c'est 1 heure d'effort. Je me dis, bah, putain, là, je vise 40 de moyenne, 1 heure d'effort, je me mets à 100% de ma FTP. Ah oui, mais non, si je me mets à 100% de ma FTP, je finis, je suis mort. Je ne peux plus rien faire après. Je me pose et je mets 10 minutes à récupérer. Okay, donc, je suis incapable de courir. Donc, on met des pourcentages un petit peu plus faibles. Okay. Donc, du coup, sur un triathlon S, on estime, en tout cas, ce qui est montré, c'est qu'on peut le tenir entre 95 et 105% de la FTP. Alors, je vous laisse faire le calcul. 95-105%, entre les deux, il y a une énorme différence de watts. D'accord. Quelqu'un qui va avoir une FTP à 300, à 95, du coup, il va être à 285 watts. À 105%, il va être à 315. Okay. Donc, entre 285 et 315 watts de puissance moyenne sur un S, c'est pas du tout la même chose. D'accord. Donc, au début, sur mes séances d'entraînement, qu'est-ce que je fais? Je pars au milieu, hein, je coupe la poire en deux, je me mets à 100% à peu près, donc à FTP. Et puis, je vais faire des séances d'enchaînement. Et puis, je vais regarder si en me mettant à 100% et en enchaînant en course à pied, est-ce que j'arrive à tenir ou est-ce que je suis mort? D'accord. Si j'arrive pas, je pars plutôt sur 95. J'essaye. Voilà. Puis peut-être qu'avec l'entraînement, au début, on va plutôt être à 95. Et puis, plus on va s'entraîner, plus on va être capable d'aller vers 105%. Ça dépend aussi de notre profil. Si je suis un gros cycliste, mais un piètre coureur, est-ce que j'ai intérêt à mettre énormément de puissance sur le vélo? C'est ce que fait la plupart des gens, mais on se retrouve derrière que vu que je ne suis pas bon coureur, je vais être vraiment très, très, très mauvais coureur. Donc, il vaut mieux que je m'économise sur le vélo. Parce que oui, je suis très bon à vélo, mais du coup, si je m'économise, entre guillemets, je me mets qu'à 95% sur le vélo, si je suis très bon cycliste, mon 95%, il va être meilleur que les autres. D'accord. Donc, du coup, moi, je vais être moins fatigué que les autres et pourtant, je serai à la même vitesse. Et du coup, à pied, par contre, là, je suis moins bon, mais du coup, je vais être moins fatigué, je vais être capable de m'exprimer ou d'exprimer à un meilleur niveau ma course à pied. Donc, au final, sur le temps cumulé, je vais faire un meilleur temps. Alors oui, j'aurais pas fait le meilleur temps vélo sur la course. Oh, mince. On s'en fout, on fait du triathlon. Si vous voulez faire le meilleur temps vélo, allez faire une course de vélo. D'accord. Il faut penser à la logique même du triathlon. Je prends souvent l'exemple, là, le vélo, c'est parfait parce que c'est ça qu'on observe le plus souvent. Un vélo, les gens, ils roulent comme des brutes et puis derrière, personne n'est capable de courir. Pourtant, c'est là qu'un triathlon se gagne ou se perd. Okay. Donc, sur un triathlon S, 95 à 105%, triathlon M, 85 à 95, sur un L, 75 à 85 et XL, 65 à 75. C'est des fourchettes qui sont très larges. Et encore une fois, voilà, à travailler à l'entraînement, à tester. Et, trompez-vous. Voilà, essayez les choses. Si vous explosez, vous saurez que c'était trop haut. Voilà, c'est en testant, sans se trompant qu'on apprend. Donc voilà, là, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse. Il faut tester. Mais voilà, tester 1 fois, 2 fois, 3 fois. Si vous faites 3 fois, 4 fois la même erreur, là, c'est que vraiment, ça passe pas, quoi. Okay, on a le droit de se tromper 1 fois, 2 fois. 3, on commence à en faire exprès. Okay, il y en a qui se trompent pendant 10 ans. Tu as mis XL à la fin, est-ce que tu voulais dire, tu parles bien de XL, pas de XXL? Ironman, oui, Ironman, ouais. Ouais. C'est en gros S 20 km, M 40, L 90 et XL 180. Donc XL, ouais. Ouais. En sachant que, voilà, si je prends l'exemple des coureurs pro, par exemple à Hawaï, il y en a qui vont tenir quasiment 85% sur leur Ironman de FTP. Donc eux, ils ne se situent pas du tout dans ces valeurs-là. Encore une fois, c'est du haut niveau.
Et après, ce qu'il faut réfléchir, c'est surtout en termes de temps d'effort. C'est-à-dire qu'un pro sur le vélo, il va passer beaucoup moins d'heures que vous. Okay, donc forcément, il va être capable, vu qu'il est moins d'heures sur le vélo, il va pouvoir tenir un plus haut pourcentage de sa FTP. Parce qu'en fait, le pourcentage qu'on tient, il est dépendant du nombre de minutes ou d'heures à laquelle on passe à l'intensité, au-delà de la distance, et surtout la durée d'effort. C'est pour ça que c'est des moyennes aussi qui sont assez larges. Donc plus on va être à haut niveau, plus on va se rapprocher de 105, 95, 85 et 75. Et plus on est débutant, plus on va se rapprocher plutôt des chiffres qui sont sur la gauche. Est-ce que c'est clair pour ça? Des questions? C'est clair pour moi. Écoutez, moi, c'est bon de mon côté. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions, si vous voulez que je revienne sur certains points du diaporama ou autre chose. Si vous avez d'autres questions, d'autres interrogations, n'hésitez pas, c'est le moment. Ça veut dire que sur les triathlons, tu mets toujours ton capteur de puissance ou pas alors, pour avoir tes valeurs, ou tu le fais à la sensation? Alors moi, je mets tout le temps il y a deux réponses. Le capteur de puissance, on va dire que sur une course sans drafting, avec drafting, je me suis mélangé. Quand on est sans drafting, oui, donc quand on est tout seul en contre-la-montre, donc sans drafting, pardon, capteur de puissance. Si on l'a, capteur de puissance, parce que du coup, ça va permettre de savoir l'effort que tu vas produire. Quoi. Tu sais que tu es capable de tenir un tel pourcentage, il n'y a plus besoin de réfléchir. Quoi. Je me mets à tel pourcentage, si ça grimpe, et hop, je reste dans ce pourcentage-là. Si ça descend, je reste dans ce pourcentage-là. Si je suis sur le plat, je reste dans ce pourcentage-là, etc. etc. J'essaie d'avoir le moins de variations possible sur la valeur cible. Plus je m'éloigne, j'essaie d'être le plus linéaire possible, comme sur les tests 5 minutes ou 20 minutes. Là où c'est différent, c'est sur les formats avec drafting, où là, je vais tenir la roue. Alors, si je tiens la roue et que c'est un circuit roulant, une boucle de 20 km par exemple, avec pas beaucoup de relance, où globalement ça roule tout le temps à la même allure. Là, je vais aussi mettre mon capteur de puissance, puisque je vais essayer de tenir la roue, mais si même dans la roue, je suis 30 watts au-dessus, bah tant pis, je lâche la roue, quoi. Parce que je vais exploser, je ne vais pas tenir jusqu'au bout. Par contre, c'est arrivé, je prends mon expérience personnelle, hein, sur la demi-finale en Détroit duathlon l'année dernière, c'était un parcours c'était une boucle de 3 km, donc une toute petite boucle, qu'on faisait plusieurs fois, avec des relances tout le temps. Il n'y avait pas plus de 500 mètres de ligne droite. Il y avait des virages tout le temps, et des virages en épingle à cheveux, des demi-tours, etc. Là, je ne me suis pas emmerdé à regarder ma puissance. J'avais le capteur parce que j'avais les pédales, mais je ne regarde pas ma puissance parce qu'en fait, je pense qu'à FTP, j'ai dû passer 2 minutes sur la course. Parce qu'au final, tu es toujours soit en train de freiner avant le virage, soit en train de relancer comme un porc après le virage pour maintenir la roue du mec devant ou pour te relancer. Donc en fait, tu es soit largement au-dessus de ta PMA, soit largement en dessous. De ta FTP, pardon, soit largement en dessous. Donc là, tu n'es jamais à une puissance cible. Donc là, tu n'as pas du tout un effort linéaire. En fait, tu montes et tu descends tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Donc du coup, là, ça ne sert à rien de regarder ta puissance. En fait, ça dépend du profil du parcours, ça dépend de la distance, ça dépend si y a drafting ou pas drafting, ça dépend aussi de ton objectif. Si ton objectif, c'est de finir le truc et d'avoir l'effort le plus linéaire possible, du coup, tu le regardes. Si ton objectif, c'est de gagner, des fois, tu prends le risque, tu envoies 10 watts de plus et puis ça passe ou ça casse. Parce que si tu finis deuxième, en fait, entre finir sixième ou deuxième, tu t'en fous. Quoi. Toi, tu veux finir premier. Donc, tu prends le risque de jouer la gagne et voilà. Quoi. Tout dépend, voilà, il n'y a pas de bonne réponse, ça dépend de chacun et ses objectifs. Non, mais j'ai pas l'habitude de rouler avec le capteur. Je fais les entraînements home trainer, c'est tout, mais avec. Oui, vu que tu viens de l'avoir en plus, mais du coup, sache que c'est un super outil pour la compétition. C'est même le meilleur outil pour la compétition, quoi, parce que du coup, en théorie, si tu as bien fait ton entraînement et que tu es censé bien cibler ce que tu vas pouvoir tenir le jour J, et du coup, si le jour J, tu respectes ton plan de course, en fait, tu es quasiment sûr, sauf si tu oublies de t'hydrater et de te nourrir, mais en tout cas, si tu fais tout le reste bien, tu es sûr d'aller au bout, quoi. Et tu es sûr de pouvoir courir convenablement derrière. Tu as des axiomas, toi, Romain, non, comme Vincent, non? Ouais, exact. Du coup, l'Alpe, tu le classes en quoi? En duel ou du XL? Pour le vélo, XL plutôt.
parce que, encore une fois, on revient au temps de selle, au Mhm. temps passé sur le vélo. Et là, donc déjà, il y a 120 km et pas 90 comme sur un L. Et de par son dénivelé, on est plus proche d'un temps vélo sur Ironman que sur un L, quoi. Mhm. Ok. Je prends par exemple l'exemple des 2 objectifs club cette année. Je pense que si tu fais Roth et l'Alpe d'Huez, tu vas quasiment passer le même nombre d'heures sur le vélo. Alors pourtant, il y en a un où il y a 60 km de plus. Ok. Donc du coup, plutôt les pourcentages XL. Et du coup, Robin, sur un effort comme l'Alpe, tu es plutôt dans une gestion de l'effort différente, tu es beaucoup moins linéaire. Le fait que tu aies du dénivelé, tu as Non. des efforts un peu plus de puissance en montagne, enfin en montée, je veux dire. Justement, non. Non, Justement, non. Il faut justement essayer de lisser au maximum son effort. ok. Justement, le piège, c'est de mettre C'est moins beaucoup évident, trop du coup. en. Ouais, c'est de mettre beaucoup trop en côte et plus rien en descente. Euh, L'idéal, c'est de lisser au maximum. Après, là où la question peut se poser, c'est si je suis bon descendeur ou pas bon descendeur. Quelqu'un qui ne sait pas descendre, qui ne va pas être à l'aise techniquement, il ne va pas être capable d'envoyer de la puissance dans la descente. Donc, du coup, dans la descente, il va quasiment être en roue libre tout le temps et se reposer. Donc là, il va falloir fractionner la distance du parcours et se dire, en fait, voilà, sur les 120 km du parcours, moi, en fait, je vais en pédaler que 90. Parce qu'il y a 30 bornes de descente, je dis. Je ne sais pas combien il y a de descente à l'Alpe d'Huez, il faut regarder, bien mais sûr. tu vois. Et du coup, tu ne vas pas calculer ta puissance par rapport aux 120 bornes du parcours ou au nombre d'heures total, tu vas passer au nombre d'heures que tu vas passer à pédaler. Et ça va peut-être changer ta façon de voir le truc. Par contre, quelqu'un qui va très bien descendre, il va être capable de pédaler quasiment toute la descente. Je regarde les pros, ils appuient sur les pédales tout le long, quasiment, Ouais, sur bien les sûr. descentes. Donc eux, ils vont avoir la même puissance en montée et en descente. Et c'est là qu'on se rend compte que c'est beaucoup plus dur d'envoyer de la puissance en descente. Ah bah oui, c'est clair. Très, très difficile. Par contre, si tu y arrives, là, tu vas pouvoir creuser des écarts immenses. Ouais. D'où l'intérêt d'apprendre à descendre aussi. Donc voilà. Après, donc effectivement, si tu n'es pas un grand descendeur, ce qui est le cas de la majorité des gens qui ne sont pas suicidaires à notre niveau, clairement, on ne va pas passer énormément de temps à pédaler en descente, ou en tout cas pas la majorité du temps. Je ne sais pas comment est la descente à l'Alpe, sur le parcours de l'Alpe, il y en a plusieurs des descentes, mais je ne sais pas s'il y a des descentes techniques ou si c'est des descentes assez faciles. Si c'est des descentes assez faciles, vous allez pouvoir pédaler, donc dans ce cas-là, il faut essayer de lisser l'effort au maximum. Si c'est que des descentes ultra techniques, dans ce cas-là, on peut augmenter un petit peu la puissance dans les côtes, mais pas trop non plus, quoi. Okay, donc sur le plat, on va se mettre faut par garder de exemple la lucidité derrière, j'imagine aussi. exact, en plus, exactement. Donc voilà. Après, c'est une réflexion à avoir, encore une fois, en fonction de son profil et de ses qualités. Ouais, ça marche. Mais du coup, ce qui veut aussi dire qu'il va falloir individualiser son entraînement en fonction de ça. Quelqu'un qui va faire 120 bornes en appuyant tout le temps parce que c'est un bon descendeur, il va s'entraîner d'une certaine manière. Celui qui va faire que, et du coup, dans son entraînement, il va faire des descentes, il va faire des montées, il va faire du plat, il va tout faire pour s'habituer à travailler la puissance dans toutes les situations. Quelqu'un qui va être très mauvais en descente, donc déjà, il va pouvoir optimiser ses qualités techniques en descente, ça va être un premier truc. Mais si voilà, il sait très bien qu'il va pas, parce que des fois le facteur limitant c'est aussi la prévention, la peur, etc. S'il sait qu'il ne le fera pas, et du coup, lui, il ne va pas perdre de temps, il va travailler en montée, travailler en montée, travailler en montée. Ok. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Non, pas de questions. Non, pas pour moi, c'est bon. C'est bon pour moi aussi. C'est bon. Eh ben, écoutez, merci beaucoup pour vos interventions. J'espère que ça vous aura plu et intéressé et que c'était C'était très intéressant. vous attendiez. Ouais, c'était top, merci. Ouais. Super. Ben, merci à vous pour les retours, Ouais, pour les questions et puis à très bientôt. À très bientôt à l'entraînement en pleine forme pour pouvoir améliorer tout ça et puis faire les meilleurs temps à l'Alpe d'Huez. Parfait. Il n'y a plus Non, qu'à. vous avez rien écouté. Le but, c'est pas de faire le meilleur temps vélo, on a dit. Le but, c'est de pouvoir courir derrière. Non, Vous avez rien on retenu. considérait temps global, le temps global. Donc là, c'est pas facile la course à pied derrière. Ah oui. Surtout à 2000 mètres d'altitude, vous avez intérêt à en garder un.